Bonsoir, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Alors merci beaucoup à Chanel de nous avoir reçus ce soir, à Zach Ovarour, merci pour cette table extraordinaire, merci pour toutes les princesses d'Israël qui sont venues là ce soir, des tzadikot et des Eshot Raïl merveilleuses. J'ai beaucoup de chance de vous rencontrer en vrai, parce que je sais quand je suis derrière l'écran, je ne vois pas les gens, alors je m'imagine des têtes. Et là, de vous voir, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai un grand mérite de vous rencontrer, un grand mérite. Alors, ce soir, le thème, c'était, on avait parlé avec Shanae, on avait dit que le thème, c'était le couple, autour du couple, de la place de la femme, du couple. D'ailleurs, je voulais vous présenter juste le petit livre, comme ça, j'explique le truc. C'est des livres qu'on peut trouver sur Amazon, si vous voulez les commander, c'est sur Amazon et c'est livrable dans le monde entier. Donc c'est Et nous dans tout ça, c'est sur le couple. Il y a Et moi dans tout ça, c'est sur une histoire de tchouva, un genre de roman comme ça avec super, génial, merci beaucoup. Et eux dans tout ça, c'est l'éducation. Tout ça en vente sur Amazon pour un prix symbolique. Alors, donc ce soir, je voulais parler un petit peu de la place de la femme et de l'homme, de manière générale. Il n'y a pas de couple, il n'y a pas de couple sans place de l'homme. C'est-à-dire, on ne peut pas se marier et continuer quand on est enfant, il y a toute cette période où tout tourne autour de soi. C'est-à-dire, maman, elle s'occupe que de nous, les jouets, ils sont là pour nous. On fait ce qu'on veut, on veut jouer, on joue, on veut manger, on mange. L'enfant, il fait ce qu'il veut, c'est une période qui est très tournée sur soi. Et c'est une période, c'est obligatoire chez l'enfant. S'il n'a pas ce moment où il est très tourné sur lui-même, où il fait vraiment ce qu'il veut, ce qu'il a envie de faire, c'est une période qui le construit, qui va le construire. Mais c'est une période où il est très tourné sur lui. Et après, il va y avoir la période de l'adolescence, où la personne, elle est encore tournée sur elle. Elle est par rapport à elle-même, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle a envie de faire, ses pulsions, Bon, bien sûr, elle a un chemin directif, l'école, elle doit aller à l'école, normal, elle doit respecter ses parents, elle ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus, mais disons qu'elle est libre, plus ou moins, de ses choix. Et après l'adolescence, alors encore plus, on est encore plus parce qu'on a grandi, on est déjà plus autonome, on a le pouvoir de gérer sa vie comme on le veut, de s'acheter un vêtement si on veut s'acheter un vêtement, on gère sa vie comme on veut la gérer. Et personne ne vient nous dire quoi faire, en général, à part l'ambiance, on va dire, familiale, les parents, ce qu'on nous a appris à la base, mais personne ne vient pour nous dire choisis cette couleur de vêtements, maintenant ne va pas au canyon, n'étudie pas ça. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui va nous empêcher au jour le jour de vivre, on fait ce qu'on veut. Et vient le moment où on se marie. Et le moment où on se marie, c'est fou, mais ça tombe juste après cette énorme période où on a été très centré sur soi. Et on se retrouve à devoir vivre avec quelqu'un d'autre, du coup. On n'est plus seul. Bon, Dieu merci, le mari en général, il va pas cloîtrer sa femme. Si jamais le mari cloître sa femme, c'est un problème. Mais en général, le mari, il laisse la liberté à la femme il va pas lui dire quoi faire exactement et tout. Mais en tout cas, il y a un mari. Il y a une deuxième personne et on n'est plus seul. En fait, c'est l'exercice du mariage, c'est de faire la place petit à petit, d'abord faire la place à l'autre, mais c'est surtout le fait de petit à petit sortir de cette période où tout était vers moi, où j'étais centrée vers ma volonté, vers qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Bon, il y a beaucoup, c'est très la mode du coaching et qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux devenir, ce que je suis à l'intérieur, je veux me développer, etc. Et vient le mariage, vient le couple, et c'est tout le contraire en fait. Le message du couple, c'est oublie-toi un instant pour faire de la place à celui qui est en face de toi. Alors, si on nous prévient avant, on a envie de dire ah c'est ça le mariage, je préfère rester célibataire, c'est plus sympathique, je dois de compte à personne, je dois rien dire à personne, je fais ce que je veux quand je veux. Au moins je fais la place à personne et je fais la place qu'à moi-même. Je continue de réaliser mes rêves d'après mes envies. J'ai pas envie de m'efforcer à laisser rentrer la place à quelqu'un dans ma vie. Et en fait, c'est un grand service que Dieu nous rend. C'est un grand service, alors j'ai déjà fait la bracha. C'est un grand service que Dieu nous rend parce que vivre toute une vie
centré sur soi-même, c'est l'enfer. Ça finit, sur le moment ça peut paraître sympathique, ça peut paraître sympathique et tout, folklorique, mais ça finit par devenir un enfer parce que à l'intérieur de nous, on a deux types de forces. C'est de plus en plus populaire. On a le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Maintenant, tout le monde le sait. Il y a le bon penchant, le mauvais penchant. La plupart des gens le savent. La force qui te pousse à faire des bonnes choses, la force qui te pousse à faire des choses moins bonnes, moins positives. Yetzer Hara. Et tant qu'on vit seul, il n'y a pas vraiment une obligation d'aller chercher ce Yetzer Hatov à l'intérieur de soi. Il n'y a pas vraiment une obligation. C'est-à-dire, il n'y a pas... on est encore très libre. Tant qu'on vit seul, on n'est pas forcé de déployer des efforts pour laisser de la place à l'autre. Par exemple, tu habites en shoot à foot. Qui c'est qui disait qu'elle était en shoot à foot tout à l'heure, toi? On habite en shoot à foot. Tu habites avec d'autres personnes, d'accord? Tu habites avec d'autres personnes avec qui tu n'as pas un contrat marital. Ça se passe pas bien, pourvu que ça se passe bien, mais si vraiment ça se passe pas bien, tu peux partir du jour au lendemain. Tu peux chercher d'autres shoot à foot, tu peux quitter l'endroit, tu rentres dans le métro, les gens ne sont pas sympathiques, tu sors du métro, tu attends la tram d'après, tu rentres dans un magasin, la vendeuse n'est pas sympathique, tu sors du magasin. Mais quand tu rentres chez toi et que tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas ta copie conforme, en général, c'est ça le but du mariage, c'est qu'on se marie avec quelqu'un qui est différent de nous, il faut comment dire, déployer des efforts. C'est-à-dire, on peut plus fuir, c'est plus de la shoot à foot, c'est plus de la shoot à foot, on n'est plus au niveau, il y a un contrat marital, il y a une attente envers nous, il y a une attente dans le mariage. Et ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait, c'est de nous offrir le mariage. Nous offrir la vie en couple marital d'après la Torah. Parce que c'est pareil, quelqu'un vit en couple sans le lien marital, sans le contrat marital, il peut partir du jour au lendemain, l'autre peut partir du jour au lendemain. Dieu nous fait un grand cadeau quand il nous offre le mariage. Quand il nous offre le mariage avec le contrat. Parce que ça fait qu'on a des devoirs l'un envers l'autre. On doit des choses à l'autre. L'autre, on se doit mutuellement des comptes. Donc on ne peut pas partir comme ça du jour au lendemain. Donc se marier avec le contrat marital, avec la Ktouba, c'est le plus grand service qu'on se rend à soi. Le mariage, c'est tu rentres dans le monde, c'est bienvenue dans le monde du vrai développement personnel. Pas celui dont tout le monde veut nous parler de fais ce que bon te semble. Tu veux partir, tu pars. Tu veux changer d'endroit, tu changes d'endroit. Tu veux dire non, tu dis non. C'est une grande philosophie du non. Apprends à dire non, d'accord? Alors que la Torah nous dit apprends à dire oui. Parce que à Omer Lolo, Zederech Emori, celui qui dit non, c'est le style Emori. Emori, c'est ceux qui ont dit non au peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte pour aller en terre d'Israël. On leur a juste demandé de passer par leur terre. Et que tout ce qu'on allait toucher ou prendre, qu'on allait leur payer. C'est tout. Ou qu'on n'allait même pas toucher à l'eau, je ne sais plus exactement. Ils nous ont dit non, comme ça. Parce qu'ils n'ont pas envie de faire des bonnes actions. Ça les saoule. Pourquoi je ferais une bonne action? Pourquoi? Spontanément, j'ai envie de dire non, et ben je dis non. Et on nous dit, quand tu dis non comme ça, juste pour dire non, Zederech Haemori, c'est pas nous, c'est pas le peuple juif. Donc le mariage, c'est l'exercice du oui. L'exercice où il faut apprendre à dire oui. Apprendre, je ne dis pas à tout et n'importe quoi, je ne dis pas maintenant qu'on ne doit pas discuter, qu'il ne doit pas y avoir une communication avec le mari, ou le futur mari, ça marche aussi, avec le fiancé, tant qu'il n'y a pas de contact physique, parce qu'avant le mariage, les contacts physiques sont interdits, même pas le droit de se toucher le petit doigt. Tant qu'il n'y a pas le mariage, tant qu'on n'est pas passé sous la roupa, on n'a pas le droit de se toucher. Mais même avant le mariage, on peut tout à fait avoir ce genre de discussion ou de communication avec son fiancé, et a fortiori après le mariage, je veux te dire oui, je veux te faire plaisir, mais là la situation est difficile ou est délicate. On peut tout à fait en parler, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir que le thème principal, c'est-à-dire le but principal du mariage, c'est d'apprendre à dire oui. D'apprendre à dire oui. D'apprendre à dire oui, je suis prête à t'écouter. Je suis prête à t'écouter me parler, alors que personnellement j'ai 20 000 choses sur la tête. J'ai la lessive,
j'ai la cuisine, j'ai les enfants, j'ai envie de parler avec ma copine. Et toi, tu arrives à la maison, tu as envie de parler, tu as envie d'épancher ton cœur. Je te laisse parler, oui. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de dire au mari oui, je te laisse parler. Mais c'est un oui intérieur, ça doit être un escale intérieur, un accord avec soi-même. Et si je le laissais me parler? Et si je le laissais me parler sans lui tomber dessus? Et si je le laissais me dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit, sans tout de suite me mêler, sans tout de suite essayer de rajouter mes mots à ma sauce? Ah oui, non, mais moi ça me rappelle mon histoire personnelle, et oui, moi. On a le droit de parler de soi, on a le droit de parler de... Mais il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour laisser l'autre parler. Il y a un temps pour laisser l'autre parler, et quand on laisse l'autre parler, ça marche dans tout, dans toutes les relations, même amicales, même avec le fiancé, et surtout dans le mariage. Quand on permet à l'autre de s'exprimer, honnêtement, quoi, sincèrement, vraiment une écoute de qualité, sans penser à la lessive, sans penser aux enfants, sans penser à quoi que ce soit. Vraiment, on est concentré sur l'autre et on lui permet de s'exprimer juste pour le laisser s'exprimer, juste pour lui permettre de s'exprimer parce que ça lui fait du bien de parler. Et bien, quand on laisse l'autre parler, on crée l'autoroute de la communication. C'est-à-dire, l'autre a senti qu'on lui a donné la place pour parler, et ça crée en lui une disponibilité plus grande à nous laisser parler. Il est encore plus apte à nous écouter. Parce qu'au final, tout le monde veut être écouté. Tout le monde, on a tous envie d'être écoutés. Tous, sachez, si vous voulez vous faire des amis, c'est en les écoutant. Parce que la plus grande volonté d'une personne dans ce monde, c'est d'avoir une oreille à qui parler. D'avoir une oreille à qui parler. Quand on sait qu'on a l'oreille par excellence à qui parler, qui est l'oreille de Dieu, qui nous écoute à chaque instant de notre vie, c'est-à-dire à chaque moment de ta vie, surtout en Eretz Israël, c'est vraiment un lien direct. Tu parles à Dieu, il t'écoute. Tout ce que tu lui dis, il t'écoute. Quand on sait ça, déjà c'est plus apaisant, parce que on est moins à la recherche des oreilles de chacun à tout prix, de vouloir parler et raconter notre vie à chacun à tout prix, parce qu'on sait qu'on a Dieu. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on a Dieu. On sait qu'on peut parler à Dieu, c'est très... Ça fait baisser la tension, je trouve. La tension de il faut absolument que je parle à quelqu'un, il faut absolument que je parle à quelqu'un, et si il n'y a personne qui est là pour nous écouter, alors on est déçu, on est frustré de la vie, et tout ça, on n'a pas eu à qui parler. Quand on sait qu'on a Dieu à qui parler, quand on sait qu'on peut parler à Dieu à n'importe quel moment de notre vie, maintenant il s'est passé quelque chose de désagréable, je rentre dans la pièce, je ferme la porte, je sais que je peux parler à Dieu. Si je veux, je parle à Dieu, il m'écoute. Et en plus de m'écouter, il m'envoie les solutions, parce que c'est lui qui est maître de mes problèmes. Tous mes problèmes, même ceux qui paraissent a priori le plus difficile à détailler, à expliquer, d'accord? Des fois on a des problèmes, on ne sait même pas mettre des mots sur nos problèmes. On ne sait pas. On a une pression quelque part, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas toujours pourquoi. La plupart du temps, on ne sait pas toujours quel est notre problème exactement. Et bien, Dieu, il connaît en détail le problème qu'on a. Il connaît en détail. Et il attend qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui et qu'on lui dit « Mon Dieu, j'en ai lourd sur le cœur. J'en ai lourd sur le cœur. » Voilà. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'énerve. Il y a quelque chose qui... Rien que de savoir qu'on a cette ouverture qui est Dieu avec une oreille géante qui t'entend, si je puis dire, parce que c'est un peu imagé de dire... Merci beaucoup. C'est un peu imagé de dire que Dieu a une oreille. Dieu n'a pas vraiment une oreille, mais il a la plus grande écoute au monde. La plus grande, oui, c'est Dieu qui a créé les oreilles. Donc, a priori, il est l'oreille par excellence. Donc ça, c'est une parenthèse. Hitvo des doutes, c'est le fait de parler avec Dieu, c'est la petite parenthèse. À part ça, c'est vrai qu'on aime bien savoir qu'on a quelqu'un à qui parler. On aime bien savoir, et a fortiori quand on est marié, on aime bien savoir que notre mari va nous écouter. On aime bien savoir qu'on a une oreille en face, qu'on a quelqu'un à qui parler. C'est agréable. Et bien, le meilleur moyen pour se sentir écouté, pour être écouté par son mari vraiment, c'est de l'écouter. C'est de lui faire de la place. Ou par sa copine, ou par son fiancé. C'est de lui faire d'abord la place à lui. De le laisser pendant un moment, pendant un instant, qu'il est le centre. C'est plus moi au centre. D'accord? Tout ce que je vous ai expliqué au début, j'étais le centre de ma vie. Quand j'étais petite, j'étais le centre. Après l'adolescence, le centre. Et en permanence, on est toujours le centre de sa vie. Ça veut dire... Quand j'ai faim, j'ai faim, oh là là, j'ai faim, je suis le centre de ma vie. J'ai chaud, oh là là, j'ai chaud. Je suis le centre de ma vie. Et quand tout d'un coup, tu as quelqu'un d'autre avec toi dans ta vie,
ça doit te faire sortir de toi. Pendant un instant, arrête de penser que t'as chaud, arrête de penser que t'as faim, arrête de penser que t'as soif, arrête de penser que t'es fatigué, arrête de penser, t'as le droit d'y penser, mais pendant 2 secondes, mets-la en sourdine pour laisser l'autre s'exprimer. Laisser l'autre s'exprimer. Ton mari, il a quelque chose à dire, ton mari, ta copine, ton fiancé a quelque chose à dire. On peut et on est capable de l'écouter. C'est possible, c'est possible. Même si on sent qu'il faut absolument que je parle, moi la première, d'abord j'ai quelque chose à dire, ah non mais je sais ce qu'il va dire, ah il va me parler de politique, ah j'aime pas la politique. Mais quand c'est ton mari qui te parle de politique, c'est pas la politique, c'est la politique vue par ton mari, la politique vue par ta copine, la politique vue par ton fiancé. Et là, t'es pas en train d'apprendre la politique, t'es en train d'apprendre ce que ton mari est, ce que la personne en face est, qui elle est, t'es en train de l'apprendre, t'es en train de découvrir qui elle est. Et il n'y a pas de plus belle découverte que de partir à la découverte de l'autre qu'on a en face de soi. Alors bien sûr, quand on est marié, il faut utiliser toute cette force et tout ce jus intérieur qu'on a de vouloir écouter l'autre, d'abord pour le mari. Parce que si on a écouté, je sais pas, quelqu'un en détresse au téléphone du matin au soir, si on est encore célibataire, ça passe. Mais quand on passe au mariage, quand il y a quelqu'un en face de nous, un homme, qui lui aussi a besoin de son quota d'écoute, et que nous, on a passé la journée à écouter les autres au téléphone, à écouter le problème de l'un, à écouter le problème de l'autre, il n'y a aucun problème à aider les gens au téléphone, aucun problème. Mais si on sent que ça nous vide de nos forces et que ça nous fatigue, et que quand notre mari il arrive, on n'a plus la force et la patience exactement, et l'endurance d'écouter l'autre, ça veut dire qu'on a utilisé son jus en vain. Ça veut dire qu'on l'a utilisé on a eu une échelle de priorité en désordre. C'est-à-dire, au lieu de se concentrer d'abord sur le mari, on a écouté les autres, et après, c'est connu, parce que quand on écoute les autres du matin au soir, la copine, la maman, tout ça et tout, la tante et tout, on a du mal on a besoin de se reposer, de s'écouter, de se relaxer et tout ça, et après, le mari, il a besoin de parler, et il n'y a plus personne. Donc, c'est pareil pour les enfants, Les enfants, ils ont besoin de parler. Des fois, je vais chercher les enfants et je rentre au GAN. Et je vois ces enfants qui ont attendu des heures maman et des heures que maman vienne et tout. Et la maman arrive. Et au lieu d'écouter son enfant, au lieu d'être là pour son enfant, elle se met à parler avec la ganénette. Elle se met à écouter la ganénette, à partir dans une grosse discussion avec la ganénette ou avec une copine qui est venue chercher son enfant. Et l'enfant, il a besoin de son quota de discussion aussi. Il a besoin de parler, il a besoin d'avoir une oreille à qui parler, il a besoin de sentir que enfin maman est là pour moi. Et en fait, ça s'appelle Gvura. Ça s'appelle la Gvura. La Gvura, c'est quoi? C'est la force. La force. C'est quoi la force? On dit Hachem ou Gvura. D'accord? Dieu, c'est la force par excellence. La force ultime, c'est Dieu qui représente la force ultime dans le monde. Donc, c'est quoi la définition de la force? Si tu demandes au peuple, c'est quoi la définition de la force, ils vont te dire, celui qui écrabouille le plus l'autre, ça prouve qu'il est fort. C'est le coq, c'est le fort. Ou celui qui a le dernier mot, c'est le plus fort. Celui qui sait insulter le mieux, que Dieu préserve, c'est le plus fort. Celui qui sait, je sais pas moi, des choses pas positives, celui qui parle mal derrière le dos, c'est Zarma le fort. Mais en vérité, la Torah nous dit c'est tout le contraire. Celui qui écrabouille l'autre, c'est le faible. Celui qui parle dans le dos de l'autre, c'est le faible. Celui qui ne cherche pas à faire du bien à l'autre, c'est de la faiblesse. Et on nous dit, dans la Mishnah, que Miwa Gibor, Akovesh et Yitzro. Qui est le fort, qui est la personne forte? Celui qui maîtrise son Yetzer. À Yitzro, Yetzer chez l'autre. Alors c'est quoi Yetzer? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le Yetzer? Yetzer Hara et Yetzer Tov, le penchant. Donc quand la Mishnah elle nous dit Mi Wagibor Akovesh et Yitzro, c'est qui le fort? C'est celui qui maîtrise son penchant. Quel penchant? Les deux, Razak ou Barour. Tu connais le cours déjà? Tu savais? Non. Tu me dis comme ça? Wow. Ouais. Énorme, parce que c'est très profond. Et tu l'as entendu au séminaire? Souvent, cette explication? Ouais, on a appris. Ouais, parce que c'est profond, c'est très profond. Genre, en général,
la première chose à laquelle on pense, c'est à Kovesh et Titro, celui qui maîtrise son mauvais penchant, son Yetzer Hara. Son Yetzer Hara. Quoi? Et en vérité, c'est à Yitzro, c'est les deux. C'est et le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est aussi bien. Voilà. Exactement. Le Yetzer Hara, il faut le maîtriser. Heureusement qu'on a un Yetzer Hara, sinon il n'y aurait pas d'énergie qui sortirait la foile. Ce serait tout en théorie, quoi. Et le Yetzer Tov, en fait, pourquoi maîtriser son Yetzer Tov? Pourquoi une femme, pourquoi une personne, un juif, doit aussi maîtriser son Yetzer Tov? Laisse le Yetzer Tov s'exprimer et tout ira pour le mieux. Le Yetzer Tov, c'est celui qui veut faire que du bien, qui veut faire que des choses positives, qui veut construire dans ce monde, qui veut faire du chesed, qui veut donner aux gens, qui veut aider les gens, qui veut rendre les gens meilleurs, qui veut rendre le monde meilleur. Alors laisse le Yetzer Tov s'exprimer entièrement et tout va bien se passer. Et on nous dit non, même le Yetzer Tov, tu dois le maîtriser. Ça veut dire qu'il y a une échelle de priorité. Ça veut dire que tu as envie de faire des choses bien, de faire des choses bonnes. Donc par exemple, une femme mariée, elle veut écouter les autres, elle veut faire du bien, donc elle va écouter sa copine, elle va faire venir sa copine chez elle, elle va l'écouter du matin au soir, elle va héberger des gens chez elle, et au final, ça peut peser sur sa vie de couple. Donc son Yetzer Tov, il a tellement dépassé la limite, il a tellement pas été utilisé dans la bonne mesure, qu'au final, ça va peser sur ce qui aurait dû se construire, qui est le couple. Le couple, c'est la base de tout, la base de tout. La base de tout. C'est vraiment, ça doit être le point le plus important dans la tête d'une personne. Toute la créativité qu'on a, toutes les bonnes volontés qu'on a, doivent aller vers le couple. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de vie, qu'on ne doit plus rien faire, qu'on doit complètement, entièrement se donner à 100%. Il y a des moments où on doit faire des choses pour soi, récupérer, faire un truc qui nous fait plaisir, faire un truc qui nous fait kiffer, pour pouvoir mieux revenir vers le mari, pour pouvoir mieux revenir vers la cellule familiale, pour pouvoir mieux revenir vers le fiancé, pour pouvoir mieux revenir vers les copines même. La copine, quand on n'est pas encore marié, c'est la copine. Alors, des fois, on a besoin de se trouver soi-même, Mais le but, c'est pour revenir vers sa cellule, pour revenir vers son mari, pour revenir vers ses enfants. C'est ça le but. C'est pas de se trouver à l'extérieur, de se trouver à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. Les femmes aujourd'hui, elles sont super contentes parce qu'elles ont trouvé leur mission de vie. C'est la grande mode, la mission de vie. En hébreu, c'est la shlichut. Mais quelle est ta mission de vie? Quelle est ta comment dire, quelles sont tes qualités dans la vie? Quelles sont va te chercher toi-même, cherche quels sont tes dons et développe-les. On nous pousse beaucoup à ça. Trouve tes dons et développe tes dons. Et si la femme, elle se dit, ah, mon don, tu sais quoi, c'est de partir faire une tournée en Amérique et de me faire des milliers de fans et je sais pas moi, d'enseigner la cuisine à des Canadiens. Et donc alors elle part, elle laisse le foyer, la maison, le mari, les enfants et elle va réaliser sa mission de vie. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Est-ce que c'est ce que la Torah attend de nous? Heureusement, Baruch Hashem, non, exactement. Baruch Hashem, que la Torah elle est venue nous dire, ma chérie, il y a un ordre de priorité. Et si c'est comme le jeu du Monopoly, tu lances les dés, tu es obligé de passer par les cases. Tu ne peux pas passer d'une case à une case en face, aucun rapport. Tu es obligé de passer par toutes les cases. Si dans la vie, tu veux vraiment arriver à ta shlichut dans ce monde, tu veux vraiment arriver à ta mission de vie dans ce monde, il faut d'abord et avant tout que tu développes ton couple, que tu développes ta cellule familiale, que tu développes ton côté maternel, ton côté Eshet Ish, femme d'un homme, femme mariée. D'abord, il faut travailler ça, et pas pendant un mois, pas pendant une année, pendant des dizaines d'années. Des dizaines d'années, on doit se concentrer à donner à ces gens que Dieu nous a mis en face, en tout premier lieu, qui sont le mari et les enfants. C'est pas une erreur, c'est pas... Un jour, on était à un repas comme ça, un rendez-vous d'amis, et il y avait une fille qui n'était pas encore mariée, qui avait grave développé son don elle avait un don, elle avait vraiment un don, et elle avait bien développé, elle avait commencé à bosser dans ça et tout, mais elle n'était pas mariée, elle n'avait pas encore d'enfant, donc aucune contrainte maritale, enfin contrainte, j'appelle pas ça une contrainte, au contraire, c'est là pour nous aider.
Mais elle doit aucun compte à personne. Et donc elle arrive à la soirée et tout, et elle montre à chacun ses dossiers, ses travaux qu'elle a fait et tout ça. Tout le monde était en ébahissement, waouh, c'est trop beau et tout. Et parmi les filles, il y avait une fille mariée avec des enfants. Et elle regarde ça, elle dit, ah là là, tu vois, ce que tu es en train de développer, c'est vraiment mon truc à moi aussi. Ah, c'est vraiment ce que j'aime. Ah, qu'est-ce que j'aimerais faire ça. Ah, si seulement, elle a dit cette phrase, mais c'est gravé dans mon cœur, ça me donne des frissons jusqu'à maintenant. Si seulement il n'y avait pas les enfants, c'est exactement ce que je ferais. Si seulement il n'y avait pas, entre guillemets, le mari, c'est exactement ce que je ferais. Je partirais à la recherche de cette passion et je me développerais et tout. Et c'est terrible, parce que tu te dis, le meilleur moyen pour ne pas vivre en phase avec ce que Dieu te donne dans la vie, c'est d'espérer juste ne pas avoir ce mari, d'espérer juste ne pas avoir ses enfants. Si seulement j'avais pas cette cellule familiale, si seulement je n'avais pas cette responsabilité, je pourrais partir à milieu, je pourrais être partout et tout. Et le monde, il est c'est un truc de fou, de plus en plus avec les réseaux sociaux et tout. Le monde, il est très croustillant, tout le temps, on est tout le temps sollicité, tout le temps. Venez à cette vente, venez là-bas, venez à ce truc, cette soirée, venez, il y a une personne, elle veut remplir son emploi du temps, avec les réseaux sociaux, Facebook et tout, elle peut remplir un emploi du temps de président. Tellement tu peux être de partout, mais de partout. Un jour, on était à un cours de psychothérapie, comme ça, et il y a une femme qui venait d'accoucher, qui avait un tout petit bébé dans les mains et tout ça, et qui dit... qui parle au psychothérapeute, qui dit, c'était aussi un Rav, qui lui dit, Rav, voilà, aidez-moi, expliquez-moi comment se remettre d'une telle déception. Alors il lui dit, quelle déception, qu'est-ce que c'est ton problème et tout. Elle dit, voilà, j'ai une très très grande déception. Hier, j'ai ma copine qui m'a appelée, qui m'a dit, non, ça fait des semaines que ma copine me parle, m'appelle au téléphone, me dit, il y a un super Kienes, il y a un super rassemblement de femmes, avec le concert, avec tout, cachère, hein, sanois, enfin pudique, cachère et tout, mais c'est un concert de fou, il y aura un cours de Torah, il y aura après des danses, il y aura des trucs de génial et tout, feu d'artifice, machin et tout, la totale. Des semaines qu'elle m'en parle, j'ai prévu le coup et tout, et le soir même, mon bébé est tombé malade, et j'étais obligée de rester chez moi à m'occuper de mon bébé. Toute la soirée, j'étais déçue, j'étais déprimée, tout ça, parce que j'étais en train de m'occuper de mon bébé alors que j'avais prévu de sortir et de rejoindre ma copine là-bas. Et elle lui dit, bon après voilà, c'est passé, je suis partie dormir, mais quand je me suis levée ce matin, j'ai pas arrêté de penser à ça. J'ai raté la soirée, parce que je devais être avec mon mari et mon enfant. J'ai raté la soirée. Comment on se remet d'une telle déception? Je sais pas ce qu'il a répondu le Rav, je ne me souviens plus. Mais là, moi, la chose à laquelle j'ai pensé, c'est il faut qu'on s'habitue à apprendre que notre adresse pour les prochaines années, et c'est quelque chose de très joyeux, c'est pas quelque chose qui restreint. Ne prenez pas ça comme quelque chose de contraignant. L'adresse dans laquelle je vais vivre les prochaines années, l'adresse vers laquelle je vais mettre toute mon énergie et dans laquelle je suis censée vivre, c'est ma maison. C'est ma maison. C'est avec mon mari, c'est avec mes enfants. C'est ça mon adresse. Ma prochaine adresse dans les années qui vont venir, c'est ça. C'est ma maison, c'est ma construction familiale, c'est d'être là pour les enfants. Pas vivre dans un genre de Euro Disney, Walt Disney permanent de ah là là, bientôt là je suis là-bas, bientôt je serai à cette soirée, bientôt je serai là-bas, ah il faut que j'aille là-bas aussi, ah là là il faut absolument pas que je rate ça. Les psychologues modernes ont appelé ça, comment ils appellent ça? FURO, Fear of Missing. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. FURO, ça s'appelle comme ça. Non, FORO, Fear of Missing. Quelque chose comme ça. La peur, c'est un nouveau toc de cette décennie-là, de ces dernières dizaines d'années. Un toc, une obsession de j'ai tellement peur de rater quelque chose. J'ai tellement peur de rater quelque chose. Et qui c'est qui développe ce toc chez nous? Facebook. Par exemple, Facebook. Avec toutes les invitations, venez là, les soldes, les machins, venez, tout ça. Il faut savoir que c'est que du marketing. C'est que du marketing. Les gens, pardon, je ne veux pas vexer, mais les gens, c'est leur boulot, c'est leur métier. Ils veulent vendre, ils veulent avoir des gens, ils veulent sentir que leur business marche. Donc ils veulent du monde, ils veulent des likes, ils veulent tout ça.
Donc ils vont essayer de faire leurs invitations de plus en plus croustillantes. Et la maman, la femme, pas maman forcément, la femme qui vient de se marier et qui est chez elle, ou qui est mère, qui a des enfants, et qui regarde ça, d'accord? Ou alors qu'on appelle à WhatsApp. Qui vient au pique-nique? Qui vient au machin? Qui vient à l'événement? Qui vient là? Qui vient là? Qui vient là? Et après, on se met à culpabiliser sans arrêt de ne pas pouvoir être là, et là, et là, et là, et là, et là. Mais Dieu merci qu'on ne peut pas être partout. Parce qu'à force d'être partout, on n'est nulle part. On dit en hébreu gam, ça veut dire aussi. Gam et gam, aussi et aussi, c'est le mot gimgum, les gam-gam. Ça veut dire quoi les gam-gam? Ça veut dire quoi les gam-gam? Quelqu'un sait? Bégayer. Bégayer, exactement. Balbutier, bégayer, c'est pas, tu parles pas comme il faut. C'est rien jusqu'au bout, rien à fond. Il y a par exemple, il y a un animal très connu, que personne, je pense que personne ne donnera jamais ce nom à son enfant, ce nom d'animal, parce que c'est un animal. Lequel? Le gavel. Le gamal? Non, pas le gamal, presque. C'est pas le gamal, c'est un animal, peut-être tu vas deviner après, qui fait beaucoup de choses, qui fait tout ce que tous les animaux font. Il vole, il nage dans l'eau, il marche sur la terre, il court sur la terre, il fait tout. Donc a priori tu te dis Wonder Woman, parce que c'est la grande expression, c'est Wonder Woman. C'est le but que certaines femmes se mettent dans la vie, c'est je veux être une Wonder Woman. Donc tu te dis cet animal c'est The Wonder Woman, c'est l'animal qui fait tout par excellence, c'est génial. Mais le problème c'est qu'il fait rien jusqu'au bout. Qui c'est? Le canard. Il nage, il est dans l'eau, mais quand il nage à côté d'un requin, c'est rigolo, il nage tout doucement, il va tout doucement, le requin va beaucoup plus vite que lui. Quand il marche sur la terre, il court, c'est très rigolo quand il court, il court pas très vite. Si tu mets un guépard à côté, le guépard il est déjà très très loin. Quand il vole pas très haut, parce qu'il fait tout mais à moitié, rien jusqu'au bout. Et quand une femme veut tout faire, elle veut être partout. J'ai aussi cette passion, c'est la grande mode, le CV super long, le CV qui n'en finit pas, tu sais. J'ai cette passion, j'ai ce diplôme. Les gens, ils n'en finissent pas de photographier leur diplôme et de les mettre sur Internet. Et ce diplôme, j'ai ça. Je fais ça, je veux faire ça, je suis passionnée par ça, mais je suis passionnée par ça. Toi aussi, tu es passionné par ça? Ah, moi aussi, j'ai 20 000 passions. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir 20 000 passions, on finit par se perdre, on fait rien jusqu'au bout. Et Dieu merci que Dieu il nous a dit, je vais te mettre dans ce qui s'appelle la cellule familiale. Je vais t'amener ton mari, je vais t'amener ton mazal, vous allez vous marier et vous allez vous concentrer sur votre foyer. Toutes ces énergies, tout ce Yetzer Hatov, toutes ces énergies positives que tu as, tu vas les mettre envers ton mari, envers tes enfants. Ah, c'est beaucoup moins facile parce que quand j'écoute ma copine, ma copine elle est contente que je l'écoute, et je vois elle a des étoiles dans les yeux quand elle me parle et que je l'écoute et que je lui donne un mot, un petit conseil, elle est super contente ma copine, ça lui fait plaisir et tout. Quand j'écoute mon mari parler, je lui dis un mot, un conseil, c'est pas la même réaction que ma copine, c'est pas aussi agréable, c'est pas aussi... Mais oui, c'est normal, parce qu'il y a un Yetzer Hara, pour le coup il y a un Yetzer Hara qui... Il s'en fout que tu crées un lien avec la copine, il s'en fout, mais crée un lien avec ta copine, il y a rien qui va se construire réellement. C'est sympa, sur le moment, c'est sympa. C'est pas interdit, on a le droit d'avoir une copine, c'est même des fois conseillé d'avoir une copine pour parler. Mais c'est pas avec une copine qu'on va construire sa famille pour les années à venir, pour les générations à venir. C'est pas avec sa copine qu'on va amener des générations dans ce monde. C'est pas avec sa copine qu'on va faire passer le maillon de la Torah, de chaîne en chaîne. C'est avec le mari. C'est avec le mari qu'on va créer tout ce concept, entre guillemets, tout ce concept de génération, de faire passer la Torah, de construire quelque chose de solide, Binyan Adéad, Mishpacha Letiferet, une famille digne de ce nom. C'est avec le mari qu'on va faire tout ça. Et une famille, une cellule familiale construite comme il faut, et je dis pas que c'est facile, c'est un grand défi, c'est un grand challenge, c'est le challenge. Tout le monde parle de challenge. Venons, on fait des challenges de fou et tout. Je vous dis, le challenge de la vie, c'est de construire son couple, de construire sa cellule familiale.
Et si une cellule familiale est bien construite comme il faut, d'après les fondations de la Torah, d'après les fondations de nos maîtres, de ce qu'ils nous enseignent, elle va éclairer le monde entier. Elle va éclairer le monde entier. La paix qu'il y a entre cet homme et cette femme qui sont mariés, ça fait une révolution. Les gens les voient, les gens entendent parler d'eux. Ça fait que les gens deviennent meilleurs. Les gens deviennent meilleurs au contact ou au su. Même pas ils ont contact. Ils entendent parler, des fois, j'entends des histoires, tu sais que ce couple, ils ont fait ça, ils ont fait ce travail de caractère, de cet avodat amidot, ils ont affiné leur caractère, ils font ça, ils parlent calmement avec leurs enfants. C'est des gens qu'on voit pas forcément, on entend parler des histoires, et rien que ça renforce. Rien que ça remet en place. Alors quand tu passes un Shabbat avec ces gens, quand tu les vois dans la rue, vivre, agir, parler avec leurs enfants, être tellement concentrés sur leur mari, tellement concentrés sur leurs enfants, c'est un tsunami, c'est une vague de bonne influence dans le monde. Et les gens, ils pensent qu'en partant à des kilomètres de leur famille et en faisant des choses qui ont extérieurement l'air très grandes, d'accord, des manifs dans la rue, ils dorment dans des tentes, je sais pas, ils font des trucs folles et fous et tout, ils pensent qu'ils font évoluer le monde, qu'ils font changer le monde, mais en vérité, ils amènent le monde à sa destruction. Ils font croire aux gens autour d'eux que c'est important, qu'il ne faut pas avoir d'attache, que tu dois être comme sur un starting block et pouvoir partir à n'importe quel moment, où tu veux, quand tu veux, sans donner de compte. Ils te donnent le sentiment que c'est ça le but de la vie, que c'est ça qui est un centre d'intérêt digne de valeur dans ce monde. Alors qu'en vérité, c'est pas une valeur. Quand on est là, à commencer à mettre toutes ces énergies à droite, à gauche, un peu là, une copine par-ci, une copine par-là. Aujourd'hui, ça n'en finit plus. Aujourd'hui, vraiment, les choses, grâce et à cause de tous les réseaux sociaux, les choses ont été mises très en relief, d'accord ? Si avant, une femme mariée, par exemple, elle était complètement... tout le temps en lien avec ses 5 copines, par exemple, tout le temps avec ses copines, et pas vraiment avec son mari. Aujourd'hui, c'est encore pire parce que les réseaux sociaux, avec WhatsApp, tu peux avoir 613 pour les Avdil, 613 messages par jour. 613 copines avec qui il faut parler, 613 personnes à qui il faut répondre. Donc ça veut dire, si tu n'as pas travaillé ce trait de caractère, de concentration, d'utiliser ce jus intérieur de façon concentrée, de façon intelligente avec le mari, avec le fiancé, sans se toucher bien sûr, avec mes enfants, avec la cellule familiale, dans le but de construire une cellule familiale, la personne, elle est complètement perdue. Réponds à ça. Les gens, ils sont esclaves. Les gens pensent qu'en ne se mariant pas, ils sont plus libres. Mais en vérité, ils sont plus esclaves que jamais. Parce qu'ils doivent des comptes à toute la terre entière. Donc, bien sûr, le but, c'est d'aller vers le mariage. Quand il n'y a pas encore le mariage, on cherche à se marier. On fait la démarche. Quand une personne est dans la démarche de chercher à se marier, alors elle répond déjà à la volonté d'Hachem. Elle répond à la volonté divine. Si elle n'est pas encore mariée, c'est pas de sa faute. C'est pas parce que c'est pas qu'elle est de mauvaise volonté. Elle cherche à se marier. Elle fait ce qu'il y a à faire. Elle prie. Elle rencontre les personnes qu'il faut. Elle fait des shidurim. Elle rencontre des garçons de façon sérieuse, pas des garçons où on se rencontre, on se touche, on parle de tout et après on voit si on va ensemble. Après on voit si on est compatible ou pas. Non, d'abord on voit si on est compatible. D'abord on parle mariage. Et après, si on est compatible, fiançailles, présentation des familles, on se marie très vite, très très vite. Un jour, quelqu'un m'a dit, on vient de se fiancer, et quelqu'un, le jour du fiançailles, m'a demandé, c'est quand la date du mariage ? Elle m'a dit, j'étais vexée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, je me fiance. Laissez-nous le temps, laissez-nous tranquille. Non. Il faut se fiancer vite et se marier vite. Vite, parce que le mauvais penchant, il est très fort. Al-Ta'amin Batzmecha Adiom Motra. N'aie pas confiance en toi, ne crois pas que tu peux te faire confiance jusqu'au jour de ta mort. D'accord ? On te dit, tu n'as pas le droit de toucher quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, même pas comme ça, d'accord ? Si la femme est mariée avec quelqu'un d'autre, a fortiori, elle ne doit pas toucher un autre homme.
Mais si la fille est célibataire aussi, elle ne doit pas toucher un garçon. Si la fille dit, bon, c'est bon, ok, j'ai compris le truc, on ne doit pas se toucher, ok, bon, on va juste parler, bon, on va juste aller chez moi, bon, on va aller juste chez lui, on va juste rentrer dans la pièce, là, il y a personne, il n'y a que lui et moi, mais c'est pas grave, on sera sur le balcon. Non, 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 le Yetzer Hara, il est très fort. La Torah te dit, Assour, Sheiye, Yihoud. Assour. Yihoud, c'est être dans une même pièce, fermée avec un autre garçon. Ah, mais c'est même pas mon copain. C'est même pas mon copain. J'ai même pas des vues sur lui. Je suis même pas amoureux. C'est même pas mon genre de mec. C'est pas mon genre de mec. Elles sont rigolotes, les filles. Des fois, elles disent, c'est même pas mon genre. Mais d'abord, qui te dit que toi, tu n'es pas son genre? D'accord? Vous allez être dans une même pièce. Il y a une électricité qui passe. Ça va très vite. Il y a toujours quelque chose qui passe entre une femme et un homme. Toujours, toujours, toujours. C'est comme deux pôles. Positif, négatif. Comment dire, le cheshmal, l'énergie, l'électricité, va toujours passer entre deux pôles. Toujours, c'est une loi, c'est une règle. Et bien, c'est un exemple. C'est juste un exemple pour nous dire que la femme et l'homme, c'est la même chose. N'allez pas nous faire croire, oui, mais on peut retenir ses pulsions, et ça veut dire quoi toutes ces barrières? Le principal, c'est de retenir ses pulsions. La Torah te dit, arrête de croire que tu vas retenir tes pulsions. La Torah te connaît, elle sait comment elle est l'homme, elle sait comment est la nature de l'homme. Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde, il a créé l'homme. La Torah, c'est l'antidote, c'est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi le plus précis pour nous, pour s'en sortir, pour sortir du labyrinthe de la vie, pour ne pas être bloqué dans le labyrinthe. C'est le mode d'emploi le plus précis. Et quand la Torah te dit, ne rentre pas dans une pièce fermée avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié. Ne t'enferme pas dans une pièce avec quelqu'un avec qui tu n'as pas un contrat marital. Parce que ça va très vite. Ça va très très vite, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit, beaucoup plus vite. Et les gens, ils croient que la force, c'est de se mettre dans la pièce, c'est de se mettre dans la situation dangereuse, de se mettre dans la situation ambiguë et de tenir le coup. Ils croient que c'est ça la force. Mais non, la force, c'est de te mettre des barrières. La force, c'est de prévoir le coup. Mi ou achacham aroé et anolad. C'est qui la personne intelligente? Celle qui voit ce qui va naître. Ce qui va naître. Je m'enferme dans une pièce avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on s'est touché. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais là, on ne s'est pas touché. Oui, mais dans les minutes à venir, dans les heures à venir. Aujourd'hui, peut-être que vous n'allez pas vous toucher. Mais demain, vous allez vous redonner rendez-vous dans la pièce. Et vous allez vous bousculer et sans faire exprès. Et oh là là, ça va très vite, ça va hyper vite. Et pourquoi la Torah te dit mets-toi des barrières? Pourquoi elle te dit ça? Parce qu'on est des bnotes Israël, parce qu'on est des princesses, filles de reines. On est des princesses. On est des princesses. Si on connaissait notre valeur, pour de vrai, notre valeur, pas la valeur que les coachs veulent nous raconter, crois en toi, t'as des dons, pas cette valeur-là. Si on connaissait notre valeur en tant que fille de roi, en tant que princesse, on n'aurait même pas besoin d'aller dans des cours de Torah. On serait écœuré par la faute, on fuirait la faute. Si on connaissait notre valeur d'une princesse, d'accord, qui sait qu'elle est la fille du roi, elle a toujours vécu dans le château. Et elle doit sortir du château pour certaines raisons, elle sort du château. Si elle est consciente de son statut, elle ne va pas parler au premier venu, elle ne va pas parler avec des paysans, elle ne va pas se laisser aller à parler avec des paysans. Elle sait qu'un prince l'attend. Elle sait qu'il y aura un mariage royal, digne de ce nom, digne de ce statut. Elle a un statut, elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait ce qu'elle vaut. Si une fille qui a vécu dans le château du roi n'est pas au courant qu'elle est la princesse, elle n'est pas au courant qu'elle doit se marier avec un prince, elle n'est pas au courant qu'il y a un château, un royaume qui va naître de leur mariage, elle n'est pas au courant qu'elle a un statut hyper élevé par rapport à tout le reste du peuple, elle n'est pas au courant, elle sort dehors, toutes les invitations l'intéressent, tout. Le vendeur qui lui fait un clin d'œil, je sais pas moi, le facteur qui lui dit un compliment, quelqu'un qui lui a fait un like, qui lui a mis un smiley sur son Facebook, un garçon dans la rue, on ne sait même pas qui c'est, on ne sait même pas, c'est un juif, c'est pas un juif, qu'est-ce qu'il veut, il veut mon bien, il veut pas mon bien, on ne sait pas qui c'est, Il m'a fait un compliment, ah, ça fait quelque chose. Pourquoi ça fait quelque chose? Parce que je sais pas que je suis une princesse. Je suis prête à recevoir de la nourriture, malsaine, de la nourriture zole, de la nourriture,
c'est la grande mode, enfin c'est la grande mode, c'est pas pour rien. La nutrition, c'est important la nutrition. Il faut savoir que la nutrition c'est important de se nourrir de façon saine. Si on te met devant toi une pizza extrêmement huileuse, extrêmement grasse, etc., avec une barre de chocolat et un verre de coca, même pas zéro, et à côté une assiette avec du saumon, une salade, une pomme verte, je sais pas moi, un verre d'eau, qu'est-ce qui d'après toi est le mieux pour toi? La pizza? Alors, le saumon. Si la personne elle a très 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 faim, elle n'a même pas le temps de regarder le saumon, elle n'a même pas le temps de regarder cette assiette extraordinaire. Elle voit la pizza, elle se jette sur la pizza. Bon, c'est pas grave, on a le droit de manger des pizzas, pas de problème. Quand une personne, elle ne sait pas qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui l'attend dans la vie, ça s'appelle la cellule familiale d'après la Torah. Quand la personne, elle ne sait pas qu'elle a un statut hyper élevé et qu'elle va accéder à un niveau hyper élevé de construction familiale qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Il n'y a pas un peuple, même dans les couples les plus extraordinaires, qui arrive au niveau de la qualité du couple juif, d'après la Torah. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pareil dans le monde. Si la femme juive sait qu'elle fait partie de ça, que son monde à elle, c'est cette cellule familiale qu'elle va bientôt construire ou qu'elle est en train de construire, et que c'est d'un niveau extraordinaire, elle n'est pas intéressée par cette nourriture junk food, par cette nourriture de mauvaise qualité. Ça ne l'intéresse pas. Un homme, il va lui frôler la main, il va lui faire un clin d'œil et tout, ça va la dégoûter, ça va l'écœurer. Qu'est-ce que tu me fais un clin d'œil? On est mariés? Qu'est-ce que tu me touches la main? On est mariés? T'as signé un contrat? Pour manger une banane, on dit Boré Peri Adama. Pour manger un gâteau, on dit Boré Miné Mésonote. Pour boire de l'eau, on dit Sheakol Niyabidvaro. Pour aller avec une femme, on dit les Sheva Brachot. On dit les brachot de la Choupa. Est-ce qu'une femme est moins qu'une banane? Est-ce qu'une femme vaut moins qu'une banane? Est-ce qu'il y a une femme juive qui vaut moins qu'une banane pour se laisser toucher sans les brachot? C'est tout. Des fois, les gens ils disent oui, mais on est jeune, on n'a pas encore fait la vie, on n'a pas encore des diplômes, on n'a pas encore d'argent, on n'a pas encore une situation. Et alors c'est une raison pour se donner sur un plateau? C'est une raison pour se donner sur un plateau? Pas du tout, pas du tout. Il vaut mieux se marier à un mariage à 10 shekels, d'accord? Qui a dit qu'on était obligé de faire des grands... Si c'est ce qui empêche les gens de se marier. Si tu as l'argent, si tu peux le faire, fais une belle fête, au contraire. Mais si c'est l'argent qui bloque, est-ce que je vais me donner sur un plateau sous prétexte qu'on n'a pas l'argent qu'il faut? Pour l'instant, je me donne gratuitement. Et quand tu auras l'argent, pourquoi le mariage somptueux, ça vaut plus que ton statut? Ça vaut plus que ton niveau? Ça vaut plus que ta propreté des mœurs, que ta dignité? Le jeté de colombe, c'est plus important que ta dignité? Le bijou de Van Cleef & Arpels, ça vaut plus que ta propreté des mœurs? Pas du tout. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le fait d'être fidèle envers soi-même, d'être digne par rapport à notre Créateur, par rapport à ce qu'il nous demande, ça n'a pas de prix. Donc je m'en fous, je préfère une bague à 10 shekels, je préfère un mariage à 20 shekels la part, je préfère qu'on n'invite personne à part, juste les parents, s'il le faut, d'accord? Et on se marie. S'il faut habiter chez les parents, on habitera chez les parents. Bien que la Torah te dit, Alken Yazov Ish et Aviv Vatimo Vedavad Beishto. L'homme quittera ses parents, il se collera à sa femme, ils ne formeront qu'une seule chair. Veyou les Bassar Echad. Donc il faut quitter les parents. Géographiquement, il faut quitter les parents. Mais si c'est ce qui empêche le couple de se marier, peut-être qu'on peut voir, peut-être qu'on peut rester quelques semaines, quelques mois chez les parents s'il faut, bien que c'est pas un bon conseil, parce que j'ai entendu des histoires de gens qui se sont mariés, et juste après le mariage, ils ont habité chez les parents, et malheureusement, ça n'a pas tenu. C'est pas la meilleure des recettes. Mais que ça ne vienne pas empêcher les gens de se marier. On n'a pas encore la maison, on n'a pas encore la villa, on est juste en location, on va pas se marier, on n'a pas encore le diplôme. Et alors, qui a dit qu'un diplôme, ça devait empêcher des gens de se marier? Depuis quand il faut être diplômé pour se marier? Baruch Hashem, Dieu il nous a donné la Torah, il nous a dit pour le mariage, t'as pas besoin de diplôme. Tu es né avec toutes tes capacités intérieures, tout ce qu'il te faut à l'intérieur, il y a tout en toi.
il y a la femme, il y a la mère, il y a la bâtisserelle, il y a tout, tu n'as pas besoin de diplôme extérieur. Tu veux faire un diplôme, il n'y a pas de problème, c'est pas interdit, c'est pas sourd. Mais c'est pas une raison sine qua non pour se marier. Donc tous ces arguments, toutes ces phrases de d'abord on se construit, d'abord on goûte à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire on goûte à la vie? D'abord on fait des avérotes, d'abord laisse-moi bien faire des avérotes et après je vais construire mon couple. Mais sur quelle fondation tu construis ton couple? Sur des avérotes? Bien qu'on dit que le mariage, ça expie toutes les fautes. Le mariage, ça s'appelle Kippour Katan. Toutes les fautes qu'on a fait avant le mariage, ça expie. Le mariage expie. Donc il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Mais quelles sont ces fondations qu'on va créer avant le mariage? Moi, par exemple, j'ai une amie, que Dieu la bénisse, elle m'a dit, toute la période avant de me marier, je n'avais pas encore trouvé mon conjoint, j'écoutais en boucle les cours du Rav Ben Shetrit. En boucle, en boucle, en boucle. C'est une préparation. C'est une super préparation. Il y a des fans? Moi aussi, la première. Attends, je prends un petit peu de... Je peux prendre un peu de coca? Regarde, un tout petit peu. Regarde. Donc, elle a écouté le Rav Ben Shetrit en boucle avant de se marier. Il y a des gens, ils croient que tant qu'ils... Il y a des gens, ils pensent que tant qu'ils ne sont pas en couple, ils n'ont pas besoin d'étudier le couple. Des gens pensent que tant qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas besoin d'étudier l'éducation. Ou alors quand ils ont des enfants mais qui sont en bas âge, c'est pas encore le moment d'étudier l'éducation. Tant qu'on peut, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Tant qu'on peut, il vaut mieux étudier avant. Étudier avant. Bien que des fois, trop étudier le sujet du couple avant le mariage, ça ne nous parle pas toujours forcément parce qu'il y a des situations dans lesquelles on n'est pas encore. Ou par exemple, des fois, il y a des thèmes qui sont un peu effrayants, qui font un peu peur. Des fois, j'ai entendu une fille un jour qui nous a dit qu'elle n'est pas encore mariée, elle écoute des cours de Torah, elle dit, j'entends parler des problèmes de belle-mère, j'entends parler des problèmes de ça, de ça. La vérité, ça me fait un peu peur pour me marier. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Hachem, il nous donne exactement ce qu'on a besoin d'avoir. Il nous donne exactement les exercices qu'on a besoin d'avoir. Il nous donne la belle maman qu'on a besoin d'avoir, le beau papa qu'on a besoin d'avoir, le mari qu'on a besoin d'avoir, les enfants qu'on a besoin d'avoir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas mettre un bâton dans les roues et freiner avec ses pieds. Non, je ne veux pas y aller parce qu'on ne sait jamais qui je vais avoir en face de moi, avec qui je vais me trouver. Il ne faut pas avoir peur. Dieu, il nous aime. Si on savait combien Dieu, il nous aime, si on savait combien il nous aime, on n'aurait jamais peur de quoi que ce soit. Il n'y a pas un truc qui nous ferait peur au monde. Pas une chose qui nous ferait peur. Pas une seule chose. Si on savait, quand tu rentres chez ta mère, quand tu vas chez ta mère, tu rentres chez ta maman, logiquement, si tu as une maman en bonne santé morale, tu sais que tu ne vas pas te prendre un seau d'eau sur la tête. Tu rentres pas chez ta maman comme ça en ayant peur. Si ta maman, elle te donne un plat, tu n'as pas peur que ta maman elle a mis du poison dans le plat. Tu manges. Si c'est cachère, tu manges. D'accord? Ou si c'est pas cachère, tu manges pas, mais tu sais en tout cas que ta mère n'a pas voulu t'empoisonner. Si c'est comme ça pour les parents, ça doit être une évidence pour Dieu. Ça doit être une évidence. Dieu, il nous aime tellement, 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 tellement. Jamais il va empoisonner notre plat. Il va pas nous faire des sales coups. Quand on a des exercices difficiles, des challenges, des défis, c'est parce qu'il est en train il veut nous faire monter d'un étage. Il veut nous faire grandir. Il veut nous faire accéder à la personne exceptionnelle qu'on est. Sauf qu'on ne sait pas exactement, on ne connaît pas sa valeur. On ne connaît pas sa valeur. Parce que le monde fait qu'on a vécu en exil, et en exil, en dehors de la terre d'Israël. C'est une ambiance, c'est une éducation, c'est une scolarité qui n'est pas compatible avec l'âme juive. D'accord? C'est pas on va dire, c'est pas le système scolaire qui met le plus en valeur l'être. D'accord? Au contraire, il a plus tendance à écraser l'être. L'ambiance éducative, c'est plus on écrase l'enfant, c'est un petit, c'est un gamin, c'est un gosse. Tous ces synonymes que je déteste. Les gamins, les gosses, les enfants, les petits. C'est les petits, d'accord? Donc on a été ces petits, je ne parle pas par rapport à nos parents, mais par rapport à l'ambiance, par rapport à la scolarité. On a toujours été ressenti qu'on est petits, qu'on est des petits. Et on vient en terre d'Israël, et la terre d'Israël, Dieu, la Torah, la scolarité juive, tout ce qui est juif, israélien, tout ce qui est le retour du peuple sur sa terre, va petit à petit commencer à nous faire comprendre qu'on est des gens géants. On est des gens géants.
le Rav Kook qui dit que chacun a un aigle à l'intérieur, un aigle géant avec des ailes immenses. Des aigles immenses. Qui connaît la chanson Ben Adam? Moi. Tu connais les mots? Allez les malades. Allez, Ah, moi aussi, je connais. Ben Adam. C'est quoi les paroles? Allez les malades, les malades. Allez les malades. בכוח חסדך ישבך כנפרו, ישבך כנפרו, כנפי נשרים אדירים. אל תיכחש בשבת, ככה שולך, allez les malades, allez les malades. Chazak ou Baruch. Où t'as été? À quel séminaire? Makim. Ah, Makim. Il a fait Chazak. Nous deux. Il a fait Chazak ou Baruch. Chazak, c'est extraordinaire. C'est un choix tellement extraordinaire d'aller dans un séminaire avant le mariage. Je pense que c'est un des choix qui vous rendra le plus service dans votre vie. Vraiment. Si vous pouvez faire un séminaire avant le mariage, je le recommande. Et en Israël, à fortiori, vraiment. Et si vous voulez envoyer vos filles en Israël, qu'elles fassent un séminaire en Israël, vous leur rendez le plus grand service. Le plus grand service. Donc, le Rav Kook nous dit, tu as des ailes d'aigle. Si tu comment dire, si tu fais comme si tu n'as pas ces ailes, si tu fais comme si tu ne les as pas, si tu oublies ces ailes, elles vont t'oublier. Tu as des ailes géantes, tu es quelqu'un de géante. En bref, tu es quelqu'un de géante. Si tu ne déploies pas ces ailes d'aigle géantes que tu as, au niveau spirituel, à tous les niveaux et au niveau spirituel, ces aigles, elles vont aller aux oubliettes. Elles vont aller aux oubliettes. Et on les a toutes, ces aigles. Moi, je pense que le Rav Kook, c'est un des plus grands coacheurs de ces dernières années. C'est un des plus grands coacheurs. On a des ailes d'aigle géantes et spirituelles. Et comme on n'est pas au courant de ça, parce qu'on a toujours été habitué à être les enfants, les gamins, les petits, à qui on ne s'adresse pas forcément avec beaucoup d'honneur, et ben on a cru qu'on était des petits gens, des petites gens, et c'est pour ça que les gens fautent, c'est pour ça qu'on faute. Quand on en vient à fauter, c'est parce qu'on n'est pas au courant de notre niveau spirituel, on n'est pas au courant de notre niveau spirituel. On croit que c'est que les gens religieux qui ne doivent pas fauter. Mais on est tous des gens religieux à l'intérieur, on est tous des enfants de Dieu, on est tous des enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a tous la Torah à l'intérieur de nous, tous. Donc on a tous ces capacités de mettre en pratique la Torah. Il n'y a pas des lois qui sont trop élevées pour nous. Quand on nous dit tu ne touches pas un garçon comme ça, tu ne te mets pas en yichoud, on a les capacités de le faire. Il n'y a pas une fille juive qui peut dire je ne peux pas le faire. Pas une fille juive. C'est pas possible. Quand une femme est mariée, elle doit être fidèle. Fidèle dans sa tête, fidèle dans sa façon d'agir. Il n'y a pas une femme juive qui peut dire j'ai pas la force d'être fidèle, c'est trop pour moi. On a toutes reçu les forces de donner le meilleur au sein de son couple, au sein de sa vie. Voilà, ça fait combien de temps que... ça fait combien d'heures? J'ai pas regardé. C'est jusqu'à quelle heure qu'on parle? Maintenant, ça fait 1 heure. Ah, ça fait 1 heure? Alors c'est tout, on a fini, non? Vous voulez qu'on continue ou qu'on arrête? On arrête? Non. Ah, on continue. On continue. Dites-moi les filles, si vous avez des choses à faire, vous devez partir, on continue? Vous voulez continuer sur quel chemin? Plus la place de la femme, là, vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? En Abaïchan Lomed. Celui qui a honte ne peut pas apprendre. Si on n'ose pas poser des questions, on ne peut pas apprendre. On peut pas... Je vous invite à poser des questions. Est-ce qu'on a des commentaires? Non. Non. Des questions? Alors je veux juste revenir au truc du couple. Oui, question? Non, je réfléchis. Ouais. Je veux juste revenir au truc du couple, parce que c'est de ça qu'on a parlé au début. Le fait de faire la place à son mari dans le couple, on a toute la capacité de le faire. Peut-être qu'on n'est pas habitué toujours à le faire, donc on croit que c'est une montagne, mais on peut tout le faire. Moi, une fois, j'ai été témoin d'une femme extraordinaire qui a vraiment un niveau spirituel très élevé, qui
qui enseigne le couple, etc. Et qui, quand je la vois avec son mari, j'ai vu des fois dans des vidéos, j'ai vu des fois en vrai, je la vois avec son mari, elle regarde son mari, c'est un rayon de soleil, on dirait que son mari c'est un soleil, et qu'elle elle a un rayon de soleil qui regarde son mari. Elle a les yeux pleins d'amour, pleins de respect, Et chaque fois que je la vois, je prends une dose de moi aussi je peux le faire, c'est ça qu'il faut faire dans la vie, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut regarder avec son mari, avec honneur, avec amour, avec respect, parce que notre mari aussi, ou notre futur mari, notre fiancé, c'est quelqu'un aussi d'énorme, de géant. C'est pas les actions de son passé qui vont te dire qui il est. C'est un géant à l'intérieur. Même s'il a eu des actions dans le passé ou même dans le présent, il a des actions qui ne collent pas exactement avec ce qu'on attendrait la brioute, avec ce qu'on attendrait du juste parfait, du tzaddik parfait. Mais c'est la femme, une fois mariée, qui va faire sortir de son mari ce tzaddik qui est à l'intérieur. Et si la femme, la fiancée, elle ne croit pas en le tzaddik qui y a à l'intérieur de son mari, elle ne pourra jamais faire de lui un tzaddik. C'est pas possible. C'est impossible. L'homme, il ne peut pas se suffire à lui-même. Ezer Kenegdo, c'est la parashat Hashavua. Ezer Kenegdo. La femme, c'est une aide en face de l'homme. Elle est là pour aider l'homme. Donc qu'est-ce qu'elle va faire pour aider l'homme? La plus grande aide qu'elle peut faire envers son mari, c'est croire en lui. Croire en lui, même dans les moments où il fait des choses pas forcément à la hauteur. Pas forcément ce que j'attendais de lui. Il m'a déçu. Eh bien, malgré qu'il m'a déçu, je suis en train de développer au sein du couple cette qualité exceptionnelle d'amour inconditionnel. Je crois en l'autre de façon inconditionnelle. C'est pas parce qu'il m'a fait un cadeau d'anniversaire, il m'a pas fait un cadeau d'anniversaire. Il m'a chanté une sérénade comme dans le film, il m'a pas chanté une sérénade. Il correspond à ce que j'attends de lui, il correspond pas. Il a à l'intérieur de lui un tzaddik, et si je suis pas là, moi, sa femme, pour lui faire refléter le tzaddik qu'il a en lui, d'accord? Lui donner, l'appeler avec honneur. Des fois, moi, je dis à mon mari, je l'appelle Rabbi, il s'appelle Kevin, mais son nom en hébreu, c'est Daniel. Et j'appelle Rabbi Daniel. Et il a honte, il me dit, arrête de m'appeler Rabbi Daniel. Je suis pas Rabbi, pourquoi tu m'appelles Rabbi? Eh bien, c'est pas grave. Je continue de l'appeler Rabbi Daniel. De temps en temps, pas tout le temps, pas toute la journée parce que ça l'énerve, mais de temps en temps, je lui donne un nom qui lui donne de l'honneur, il se sent élevé. Rabbi Daniel, Rabbi, mon rave. Ah, mais c'est pas un rave, il n'a pas passé le test de rave, il n'a pas un truc de rave. Je parle pas moi, mon mari, mais une femme pourrait dire, mon mari, il connaît même pas les halachot. Même pas il étudie la Torah. Je vais l'appeler Rabbi, je vais l'appeler mon rave. Plus tu lui donnes le sentiment qu'il est un rave pour toi, plus tu lui donnes le sentiment que pour toi c'est le top du top, d'accord? Et un des conseils pour permettre à son mari de lui donner le sentiment que c'est le top, c'est de ne pas lui dire des choses trop waouh sur les autres. J'ai vu un rave, waouh, quel rave de fou. Ah, j'ai vu un mec là-bas, waouh, comment il parlait à ses enfants, waouh, avec quelle patience. Ah là là, j'ai vu le professeur des enfants, oh là là, qu'est-ce qu'il est pédagogue, c'est exceptionnel. Déjà, un des conseils, c'est de pas trop, c'est pas du tout, même si possible, montrer qu'on a de l'appréciation, qu'on voue de l'honneur à un autre homme qu'à son mari. On a le droit de vouer de l'honneur à son rave, on a le droit de vouer de l'honneur au professeur de son enfant, il n'y a pas de problème. De l'honneur pudique, pas de l'honneur que tu préserves quelque chose de pas comme il faut. L'honneur qu'on porterait pour un rave, on a le droit. Mais ne pas le faire savoir à son mari. Parce que à son mari, à son fiancé, à son mari, on doit, quand on dit waouh, ça doit être à propos de lui. Quand je parle de lui, je dis waouh, t'as fait ça, j'ai adoré quand t'as fait ça. J'ai adoré, même des trucs de rien du tout, même quand on ne le pense pas. J'ai adoré la nappe que t'as choisie. Ah, la couleur, c'est exactement la couleur que je voulais. C'est exactement ce que je voulais. Ah, j'ai aimé quand tu lui as parlé comme ça, quand t'as dit ce mot et ce mot, t'as tellement raison. Un jour, mon mari, il débattait avec quelqu'un, et d'ailleurs aussi entre parenthèses, ne jamais rentrer dans les débats avec les copains de son mari, ou avec les gens, avec la famille. Si son mari il rentre en débat avec des gens, le laisser faire passer son débat, s'exprimer exactement.
Ne pas venir et prendre toute la place comme ça, la lune qui veut prendre la place du soleil, comme ça. Moi aussi j'ai un avis, moi aussi je comprends en politique, moi aussi j'ai des choses à raconter. Hein. Lui laisser la place, raconter, il y a des invités, il y a des gens qui écoutent. Laissez la place au mari, le laisser parler. Pourquoi faire ces choses-là? Pour lui permettre de commencer à prendre confiance en lui, à comprendre qu'il a de la valeur, qu'il a des choses à dire, que lui aussi il a sa place. Et pourquoi je dis ça? Oui, un jour, mon mari, il débattait, j'étais là, j'étais spectatrice, j'entendais débattre, il disait des choses, il débattait, et après les gens sont partis. Et j'ai rien dit, j'ai pas parlé. Et après, il est venu me voir, il m'a dit, j'avais raison ou pas? T'es d'accord? C'est quelqu'un? Non. T'es d'accord avec moi ou pas, par rapport à ce que j'ai dit? Je dis, bien sûr que je suis d'accord avec toi, bien sûr, mais bien sûr. Entre parenthèses, j'étais vraiment d'accord avec lui, mais même si j'avais pas été d'accord, si ça n'avait pas été une question vraiment de halakha ou de choses essentielles, cruciales. Ça a toqué? Ouais. C'est qui? Je continue pour le direct, pas les filles. Désolée. À la tzedaka. Shalom. Quelqu'un veut donner la tzedaka? C'est pour Rabbi Balanes, il va lui donner en personne. Zakou Baruch. C'est un grand mérite. Même si vous avez un shekel, c'est un grand mérite. Ah, j'ai des pièces. J'ai un truc de tzedaka. Zakou Baruch. Il y a que des labours, attends. Là, moi, je sais mon petit sac, mais là, on a mis toi, c'est pas comme ça. Zakou Baruch. Qui c'est qui veut donner? Je vais donner, je vais voir si Zakou Baruch. Et puis je continue juste pour le direct. Donc ce que je voulais dire, c'est que mon mari m'a dit est-ce que tu étais d'accord avec moi? Je lui ai dit oui, j'étais vraiment d'accord avec toi, oui bien sûr. Et quand je me suis dit ça, quand il m'a dit ça, je me suis dit mince, avant qu'il vienne me dire est-ce que tu étais d'accord avec moi, j'aurais dû moi aller le voir et lui dire j'étais tellement d'accord avec toi. Quand tu as dit ça et tu as dit ça, c'était tellement vrai. J'ai une question. Si il a dit un truc qu'il fallait pas dire, et qu'après il vient vous voir et qu'il vous dit voilà, j'ai bien fait de dire ça ou j'ai pas bien fait de dire ça. Ah, ok. Mais il a fait une erreur, quand il a blessé une personne ou il a fait quelque chose de l'erreur. D'accord. On peut lui dire non, non, c'est D'accord, j'ai compris. Alors, très bonne question. Très bonne question. Si donc le mari a dit quelque chose vraiment qu'il n'aurait pas dû dire, quelque chose qui a blessé peut-être même quelqu'un, et qu'après il va voir sa femme et qu'il lui dit j'ai bien fait de dire ça ou pas, alors que vraiment, entre parenthèses, il a vraiment pas bien fait de dire ça, c'était pas l'idéal de parler comme ça, est-ce que je lui dis ou pas, est-ce que je lui fais savoir? Ça dépend, ça dépend. D'abord, il faut prendre beaucoup de pinces et beaucoup de pinces pour le dire. L'idéal, c'est de pas lui dire. L'idéal, c'est de pas lui dire. L'idéal, c'est... Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Je suis sa femme, si je veux l'aider à être mieux, à devenir un tel, moi je lui dis, faut que je l'aide. Ouais. Faut pas, non, bien sûr, faut pas jouer à tout, mais lui, ça va pas avec des pensées. C'est des grands garçons, ils sentent qu'il a exagéré. Oui, mais si ta femme elle lui dit non, ma vie, t'inquiète pas, t'as très bien fait de dire ça. Non, mais non, faut pas. Non, t'es pas obligé genre de lui dire oui, t'as bien fait de lui dire ça, mais t'es pas obligé non plus genre de lui faire une remontrance, t'es pas sa mère. Non, mais si lui il vient, il te dit voilà, j'ai bien fait de dire ça ou j'ai abusé. Tu peux dire moi j'aurais. Tu peux parler de Ah oui, moi voilà. j'aurais peut-être. Moi j'aurais pas réagi comme ça, de telle façon. Je suis pas trop d'accord avec ça, mais ouais, elle a raison. Il y a Kanya a raison. Bien. Il faut le dire. Faut le dire. Alors, je vous pose une question. Honnêtement, vous parlez avec quelqu'un, vous dites quelque chose. Par exemple, encore plus flagrant. Tu es dans un magasin, tu as ton sac à main avec toi, et tu poses ton sac à main 2 minutes, parce que c'était lourd, tu voulais essayer une robe, tu te tournes, ton sac à main il n'est plus là. On t'a volé. Comment on se sent déjà? Déjà, on se sent, on est en désarroi, on se sent pas bien, c'est une des choses les plus difficiles, enfin, c'est une des choses assez difficiles à surmonter quand tu poses ton sac avec ton argent et tout, tu tournes la tête, il n'y a plus de sac. C'est déjà un sentiment
lourd. Mettez-vous dans la situation. Je ne vous le souhaite pas. Dans la situation. Moi aussi. C'est une situation. Plus t'es jeune et plus c'est le monde qui s'écoule. Et quand c'est l'argent de la bat mitzvah, alors c'est encore pire. Donc c'est un sentiment horrible. Disons que tu as envie de raconter la chose à quelqu'un. Comment t'aimerais que la personne agisse en face de toi? Qu'est-ce que t'aimerais que la personne qu'elle compatit? Ne me dis surtout rien. Ne me dis surtout rien. Oui, mais c'est pas la même chose. Là, c'est notre mari, c'est différent, quoi. Alors, est-ce que le fait que c'est notre mari fait que ça légitime tout ce qu'on puisse faire de la ventilation, entre guillemets? Non, mais c'est pas un truc où lui, il a été mal, ou lui, il nous demande son avis, donc c'est qu'il attend notre vraie réponse à nous, quoi. On va pas lui dire, ouais, c'est super ce que t'as dit. Oui, c'est pour l'aider, manières, pour c'est lui pour donner un retour, c'est pour l'aider. Exactement. Finalement, il a besoin d'un levier objectif et les gens le sont bien aussi. Exactement. Alors la question c'est, est-ce que ça l'aide vraiment? Alors, le but, c'est d'aider. Moi, mon avis, je vois pas l'intérêt. Personnellement, je vois pas l'intérêt de lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Dans le sens où s'il me pose la question, c'est pas qu'il a envie que je dresse le sens du poil, c'est pour lui donner un vrai conseil objectif. Et si je l'aime, j'ai envie aussi de l'aider à avancer. Et c'est pas en lui disant ce qu'il a envie d'entendre finalement que je l'aide aussi. Et je trouve ça un peu hypocrite et pas forcément. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Ouais, complètement. J'entends tout ça. Alors, la question, alors, tu as entièrement raison dans le fait que tu veux aider ton mari. Ça, c'est bien, et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Vouloir aider le mari. Maintenant, la question, c'est le plus objectivement possible. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui aide le plus le mari. Mais j'ai l'impression de ne pas être honnête, même finalement. Ouais, tu as le sentiment de ne pas être honnête. D'accord. Alors, le sentiment de ne pas être honnête, c'est. Alors, il y a deux choses. Il y a le sentiment de ne pas être honnête, c'est très important. C'est interdit de mentir d'après la Torah, mais on a le droit de mentir les darkei shalom. On a le droit de mentir pour faire la paix. Ça veut pas dire que maintenant on doit voilà, exactement. C'est exactement. C'est la mida de Aaron. On a le droit de mentir pour faire la paix. Mais je dirais plus alors, parce que, enfin, si je me permets, Vas-y. plus enrober les choses, lui dire d'une certaine manière, je ne vexerai pas, mais lui dire ce qu'il a envie d'entendre, je vais un peu mal. D'accord. Le dire avec certaines manières, effectivement, parce que je suis pas là pour le blesser, mais pour lui dire Exactement. Lui dire ce que j'en pense finalement. Exactement. Mais de là à lui dire ce qu'il a envie d'entendre, j'aurais du mal. D'accord. Ça dépend, je pense que ça dépend s'il est prêt à écouter ou pas. Ok. Alors il faut savoir que même les gens, il faut savoir que même les gens qui sont le plus aptes à écouter dans ce monde, d'accord, des gens qui ont pendant des années et des années se sont travaillés sur leur caractère pour être prêts à écouter les autres, même les rabbinim les plus élevés, les plus grands midot, à part peut-être un tzaddik au monde, tous, presque tous même, ils préfèrent quand on leur dit pas des remarques. Ils préfèrent ils se vexent des remarques. Même les grands tzadikim, même les grands rabbinim. Si c'est sa femme, alors il doit en apprendre, il doit dire. C'est une critique constructive finalement. Exactement. D'accord. Alors, la question c'est qu'est-ce qui est vraiment constructif? Je vais développer juste le terme. Mais lui, il prend ça en tant Voilà. que... En fait, ça le rabaisse. Ça le rabaisse. C'est ce qu'il ressent. Exactement. Et une personne qui se sent rabaissée, même si en face d'elle, elle a les arguments les plus honnêtes et les plus justes et les plus précis par rapport à la vérité, d'accord? Si elle se sent rabaissée, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas accepter, elle ne peut pas évoluer, elle va régresser, elle va encore se renfermer sur elle et se dire « Ah, j'ai encore pas été à la hauteur ». Si ça arrive une fois en 40 ans de mariage, c'est pas du tout grave, c'est pas du tout une tragédie. Mais si ça arrive, encore une fois, encore je lui dis ce qu'il aurait dû faire, encore je lui dis que là il n'a pas été comme il fallait, encore je lui dis, peut-être que moi je me donne le sentiment, je me donne l'illusion de l'aider, j'ai l'impression que je l'aide, d'accord? Si je me filme en selfie maintenant et je dis hey, les amis, regardez comment je vais aider mon mari. Et regarde, tu sais, t'as dit ça, et écoute bien. Et quand t'as dit ça, c'est pas du tout ce qu'il fallait dire. Vous avez vu, tu peux avoir des dizaines de likes. Oh, comment tu l'as bien expliqué. C'est une manière de dire les choses. Ouais, c'est une manière de dire les c'est choses. pas- Mais en vérité, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, par exemple, un mari, un homme, il n'a pas respecté sa mère. Il n'a pas respecté sa mère, on sait très bien que c'est important, la mitzvah de Kibud Orim, de respect des parents, et on voit que notre mari il a manqué de respect à sa maman. C'est évident, c'est évident, il faut lui en parler. Alors comment on fait, à mon humble avis, avec ce que j'ai étudié, que vous pouvez trouver dans le livre et nous dans tout ça, sur Amazon.fr, pardon pour la pub, et à mon humble avis, il faut
d'abord lui faire ressentir, il est comme une personne qui vient de se faire voler son sac. Il a juste besoin de sentir, juste besoin de compassion. Maintenant, tu peux avoir une amie qui va venir te voir et qui va te dire, mais tu vas la voir, tu t'as avec le cœur brisé, tu as perdu ton argent, tu as perdu ton sac, voilà, on m'a volé mon sac et tout. Tu peux avoir une amie qui va te dire, ah, t'as posé ton sac par terre? Pardon, excuse-moi. Répète, t'as posé ton sac par terre. Est-ce que j'ai bien entendu? Mais attends, mais tu sais où tu vis, tu sais où on est, tu sais où on se trouve, mais t'as pas conscience des dangers. Elle a raison ou pas, objectivement? Oui et non. Oui, d'accord, elle peut avoir raison. Elle a pas complètement tort, mais elle a aussi un peu tort parce que il y a aussi la gara pratique, il y a aussi la volonté de Dieu dans ce monde qui va faire qu'on va me voler le sac. Et donc, danger ou pas danger, si on doit me voler mon sac, on va me le voler. Si on ne doit pas me le voler, on ne me le volera pas. Mais disons qu'elle a raison, disons. Est-ce que ça fait du bien? Amen. Est-ce que ça fait du bien d'entendre ça? Non, tu as juste envie de lui dire, ok, je vais rentrer chez moi, à demain ou à jamais d'ailleurs. C'est énervant, c'est énervant. Mais cette personne, elle fera plus un état des lieux, tandis que nous, c'est plus une critique constructive et je vois une nuance entre les deux. Critique, constructive, ça va pas ensemble. Ça n'existe pas en vérité. Non, on peut le conseiller sur ne pas le refaire. Ouais. Mais pour qu'il sache ne pas le refaire, il faut bien lui dire qu'est-ce qu'il a fait. Alors justement, ça c'est ce vers quoi on a l'habitude d'aller comme chemin de pensée. On est persuadé, justement, comme tu viens de le dire, et j'étais la première à le penser, et beaucoup de monde pense ça, que critique égale construction. Non, pas critique, conseil. Conseil déguisé, critique déguisée en conseil. Même si c'est une critique, si on reçoit jamais de critique, on n'avance pas dans le côté. Si on reçoit jamais de critique, c'est bon, on vit un peu à Euro Disney, donc Dieu va faire en sorte qu'on va recevoir des critiques. C'est positif ou négatif, ça peut aller dans les deux sens. Mais crois-moi, exactement. Mais crois-moi que moins on reçoit de critiques, plus on arrive à faire les choses comme il faut et bien. Parce qu'on sait tous au fond de soi, comme tu as dit, c'est toi qui as dit, il sait au fond de lui la vérité. Il sait. On sait tous. Parce que si lui il a sorti sur le moment, c'est qu'il pensait faire bien, il pensait que ça c'était bon. Déjà, s'il demande, c'est que au fond de lui. Oui, parce que moi je veux te dire, si mon mari par exemple, on va dire, je sais pas, j'ai un exemple au pire, il s'est énervé avec quelqu'un, je sais pas, sur la route ou peu importe, il va pas me dire. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'ai bien fait de m'énerver avec lui. Ah non, il va être pareil. C'est un exemple, hein. C'est pas un cas concret, mais il va être convaincu qu'il a bien fait de s'énerver parce que ce mec s'est mérité qu'il s'énerve avec lui. Oui, mais si te raconte à toi l'histoire, même s'il te dit pas qu'est-ce que t'en penses. Ah, si par exemple je suis pas là et il me raconte. Tu peux lui dire, bah moi j'aurais pas forcément réagi comme ça. Non, moi j'essaie de l'aider à juger la personne lesquelles écoute. Tu vois, si par exemple il a pas jugé les 15 écoutes, et bah toi tu vas lui dire, bon peut-être il t'aurait pu réagir. Je comprends le point d'un autre angle de de ça. Non, je lui dis pas, je ne parle pas lui de sa réaction, t'aurais pas dû faire ça, mais je lui dis, et cette pauvre dame, peut-être que ça, en fait, je lui ouvre les yeux sans lui dire qu'il a fait une faute. Justement, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Moi aussi, j'ai pensé aussi à un moment que de l'aider à avoir les caves écoutes, c'est ce qui allait l'aider sur le moment. Mais en vérité, il n'y a rien de plus énervant quand tu viens de te laisser aller à ton Yetzerara à crier sur quelqu'un ou comment dire, tu vas insulter quelqu'un ou quoi, d'avoir une personne à côté qui, elle, a réussi à être au-dessus de lui. Oui, non, mais là, c'est parce qu'elle dit, genre le soir, il rentre et il me raconte ça. Oui, c'est pas esthétique. Voilà, alors, je vais juste au bout du raisonnement. Là, par exemple, avec votre discussion, c'est que le mari, il a eu le débat avec ses amis ou quoi, qu'il en a parlé avec sa femme après, qu'il lui a dit, t'en penses quoi, est-ce que j'ai bien réagi? Dans ce cas-là, oui. Alors, le meilleur moyen de faire, c'est comme la bonne copine, je vais vous expliquer c'est quoi la bonne copine, comment elle va faire. Pour expliquer, si elle veut d'un côté compatir avec sa copine, lui donner le sentiment qu'elle a sur qui s'appuyer, qu'elle a sur qui appuyer sa peine et tout ça, sur sa difficulté, mais d'un autre côté, elle veut quand même la prévenir pour l'aider à grandir, on va dire. La meilleure amie, la vraiment bonne amie, devrait dire « Oh là là, moi aussi ça m'est déjà arrivé. » Tu vois, genre pas au-dessus, genre moi ça m'est jamais arrivé ça. Oui. Tu vois, le mari, qu'est-ce que t'en penses? J'ai crié, j'étais pas bien. Même il dit rien, par exemple, un cas où il dit rien. Tu sais, ah là là, moi aussi ça m'est déjà arrivé de crier comme ça, oh là là, ça m'est déjà arrivé, après je m'en suis voulu, ou je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Voilà, parler de soi. Est-ce que j'ai bien fait Donc cette copine, elle va par exemple dire, ah là là, moi aussi j'ai déjà posé mon sac, on me l'a volé, ah je te comprends, oh là là.
Et puis tu sais, je me dis de plus en plus que peut-être la situation finalement c'est, je sais pas moi, je dis ça comme ça, mais je sais pas, ou peut-être de garder son sac sur soi, pas, tu sais, genre, garde ton sac sur toi, genre, ouvert, genre, parler de nous, exactement, exactement, C'est sûr, ouvrir mais je le... pense qu'avec son mari, on doit avoir moins de gêne que ça et qu'on peut lui dire bon, moi à ta place, j'aurais pas forcément fait ça, je comprends que tu réagi comme ça, mais j'aurais fait autrement, quoi. C'est pas, il va pas tomber. Si maintenant on se met à sa place, moi demain, genre, je fais une faute, je vais voir mon mari, je vais lui dire bon, genre, je sais que dans ma tête, j'ai fait peut-être quelque chose qu'il fallait pas faire, mais j'aimerais qu'il lui aussi me dise bon, écoute, tu prennes grave des pincettes. Je me vexe. Mais tu prennes des pincettes et qu'ils me disent écoute, Manu, bah, ok, ouais. Moi, à ta place, j'aurais pas réagi comme ça. La prochaine fois, essaye de prendre plus sur toi, truc, machin. Alors, je vous dis la vérité, il n'y a rien de plus énervant. Il n'y a rien de plus énervant. Je sais, ça paraît extérieurement, on a l'impression que c'est pas très énervant. Quand on le dit soi-même, on a l'impression que c'est pas très énervant. Quand on le reçoit, je te jure, quand on le reçoit, c'est énervant. Après, moi aussi, c'est énervant. ça dépend des Et en fait, caractères. la Torah nous dit Ve'afta l'erecha kamocha. C'est vraiment, c'est un travail, c'est pas simple. C'est pas genre, un matin tu te lèves, tu dis allez, à partir de maintenant, je fais Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi, à partir de maintenant, j'aime mon prochain comme moi-même. C'est une vraie recherche de qu'est-ce que vraiment m'énerve ou me dérange ou me fait du bien. Qu'est-ce que vraiment, et c'est ça que tu dois appliquer à ton mari. Et tu m'as dit, comment tu t'appelles ? Déborah. Tu m'as dit, avec le mari d'Afka, enfin, avec le mari, tu es censé te sentir au moins à l'aise. C'est pas les copines, c'est pas la tante, c'est pas les étrangers, c'est le mari. Il est censé y avoir un relationnel comme ça tu dis ce que tu penses sans trop te casser la tête. Et en vérité, la réponse, c'est que, en humble avis, c'est que plus jamais, jamais plus que dans le couple, on doit faire attention. Il n'y a pas une autre personne au monde avec qui je dois faire plus attention qu'avec mon mari. Dans l'idéal, je dis ça, je suis encore loin, je le dis parce que je sais que c'est ça à quoi il faut arriver. Mais l'idéal, c'est de se dire, s'il y a bien une personne avec qui je vais essayer de la mettre en sourdine, pas que Dieu préserve, femme soumise et tout, pas ça. Quand il y a un relationnel de respect consentant, de respect, le mari respecte la femme respecte le mari, à ce moment-là, on peut se dire, allez, maintenant, tu sais quoi, il a fait une faute, il n'a pas agi comme il fallait, j'étais extérieure, donc logiquement, j'avais plus de recul, donc j'ai vu que c'était pas l'idéal, je vais pas lui faire ressentir. Et après, par exemple, on entend un cours de Torah sur ça, dire à son mari, ah, viens, on regarde un cours de Torah ensemble, sur le sujet, la colère contre ça, le respect des parents, viens, on regarde un... Si on veut vraiment le faire évoluer, si on veut vraiment l'aider, si on veut juste lui montrer qu'on est au courant, qu'on sait qu'on a la réponse absolue, si on veut juste montrer à son mari qu'on a la réponse absolue, alors c'est hyper facile, c'est très simple. Dès qu'il fait une faute, tu dis, avec toutes les formes que tu veux, mais le fond c'est le même, hop là, tu viens, t'as fait une faute parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. T'as fait une faute, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Là, t'as dit ce mot-là, c'était pas ce mot-là qu'il fallait expliquer. T'as acheté les chips piquantes, c'était pas les... Oui, mais il faut savoir que quand on commence à parler comme ça une fois, c'est comme les grenouilles en Égypte. Les grenouilles en Égypte, on les frappait, elles se multiplient en 2. Tu frappes les grenouilles, elles se multiplient en 4. Tu commences à faire une remarque constructive, entre guillemets, constructive, tu recommences à faire une remarque. Quand on commence à aller dans ce chemin de la remarque, quand on continue de nourrir cette illusion que la remarque est constructive dans le couple, on est sur un chemin de remarque permanent. On s'en rend pas compte, ça va très vite. Au début, c'est une remarque, deux remarques et tout, on se rend pas compte. Et après, c'est une vie, une ambiance, une atmosphère de remarques, jusqu'à tel point que des fois, on se met à faire des remarques devant les autres. Et ça, c'est vraiment le truc. Quand le mari, il est devant les autres, tu vois, il a sa dignité, il a son statut, il attend que sa femme soit là pour lui donner sa dignité. Et nous, on vient avec nos gros sabots, remarques devant les autres. C'est pas les bonnes chips. Non, prends-le au frigidaire. Tu as versé le petit d'or, tu vois, devant les autres, devant les gens et tout, c'est vraiment, c'est pas terrible, En sentiment personnel, en émotion personnelle, il y a mieux pour aider notre mari à faire sortir le tzaddik qui est à l'intérieur de lui. Et je vais te dire pourquoi c'est important de le faire, parce que nous,
on gagne à avoir en face de soi un tzaddik. On gagne à avoir en face de soi un tzaddik. C'est quoi avoir en face de soi un tzaddik? C'est pas que tu te maries avec l'homme parfait. Ah, mince, manque de peau, je me suis pas mariée avec un tzaddik, j'ai pas en face de moi un tzaddik. Non, le tzaddik, c'est moi qui vais le développer chez mon mari. C'est moi qui vais faire de cette matière première. Faire sortir, c'est la matière brute, c'est la matière brute. C'est facile de se marier avec un homme tzaddik. T'as rien à faire, c'est un tzaddik, y a rien à faire. Un mari, c'est un futur mari, un fiancé, c'est de la matière brute, c'est de la matière première. Et moi, je vais travailler cette matière pour, encore, crois en toi. Le message que la femme doit faire passer à son mari, la plupart du temps, d'accord, le plus grand pourcentage du temps, c'est je crois en toi, je crois en toi, je crois en toi. Et quand tu fais une remarque à l'autre, le message c'est je ne crois pas en toi, je ne crois pas en tes capacités. Même si c'est pas ta kavana, c'est pas ce que je pense. Quand je lui fais une remarque, je pense pas je crois pas en toi. Mais l'autre qui reçoit une remarque, il entend je ne crois pas en toi. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne réponds pas à la hauteur, tu ne réponds pas aux propriétés, tu ne réponds pas aux standards, tu ne réponds pas à ce qu'il faut. Tu n'es pas comme il faut. C'est ça le message. Et donc, on va dans le sens inverse. On va dans le sens inverse. Le mari entend encore une fois qu'il n'est pas comme il faut. Le mari encore une fois, et donc il ne peut pas y avoir un tzaddik qui va sortir. D'ailleurs, juste, je fais une parenthèse sur ce que vous dites. Le Rav Ben Chetrit se dit que, en fait, en faisant des remarques à son mari, si par exemple, je me permets de dire à mon mari, t'es paresseux, t'es fainéant, t'es comme ci, t'es comme ça, et ben en fait, à force, ça lui rentre dans la tête, et en fait, à cause de toi et de ce que tu lui dis, tu lui permets d'être fainéant. Exactement. Des fois, il a peut-être besoin d'un petit coup de pouce et pour partir. Mais toi, t'es plus intelligente que lui. La femme, elle est vraiment intelligente, et si ton but, c'est vraiment de l'aider à repartir, alors tu vas trouver une meilleure façon, tu vois, tu vas détourner les choses et tu vas réussir. Exactement. Tu vas réussir beaucoup plus que de lui dire que t'es fainéant. Exactement. Oui, je ne dis pas de lui dire de cette façon-là, mais des fois, ils attendent de nous aussi qu'on leur dise bon, là, il faudrait que tu te bouges et que tu avances. Ouais. Quoi. Et que c'est pas méchant, il le prendra pas mal parce qu'il sait que ça vient de nous et qu'on dit ça. Enfin, que tout est pour que lui il avance et qu'il aille mieux, quoi. On ne cherche pas son mal. Mais si tu le dis comme ça et que non, mais j'ai pas dit non, Davika, si tu le dis comme ça, que comme tu parles maintenant, tu lui dis je t'aime, ce que je te dis c'est pour ton bien, c'est sûr qu'il va bien le prendre. Mais c'est important. C'est comme un reproche. C'est comme un reproche. Oui, mais un reproche avec amour aussi, ça change beaucoup dans ce que tu dis, c'est bon, c'est pas grave. Merci. Tu crois qu'il y a un chargeur, Chanel? Ouais, il y a un chargeur là. Ok, super. Enfin, il y a une prise quoi. Un chargeur, ton chargeur, parce qu'il n'y a plus de batterie apparemment. Ah, c'est moi? Ouais. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites. Tout ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Et je trouve que tu as beaucoup de maturité pour ne pas être encore dans le couple, parce que tu n'es pas dans le couple et tu as déjà une vision du couple et tu sens, tu vois les choses. Et donc c'est extraordinaire, ça prouve une grande maturité. Et toutes les questions que tu poses et que vous posez, c'est des questions très, très, très profondes et très importantes. Très importantes. Moi, tout ce que je dis, je le dis pas spontanément. Je dis pas, c'est pas, je suis née avec cette compréhension des choses. C'est des cours et des cours et des cours et des cours, comme tu as dit le Rav Ben Chetrit, et d'autres cours, Binyan Shalem, plein de cours, Toda, Chanel, Toda, plein de cours sur l'éducation. Essayer de mettre en pratique. J'essaye de mettre en pratique. Comme on dit, Sheva Yipol Tzadik Vakam. Quand le Tzadik il tombe une fois, il se relève, il tombe, il se relève. Donc c'est ça nos trucs, on va tomber, on va se relever. C'est pas on va maintenant se marier et on va jamais faire de remarques. On va jamais faire de remarques. Mais si on sait, Toda Rabbin, si on sait que l'idéal, si on sait que le seul moyen pour faire sortir le tzaddik qu'il y a chez notre mari, c'est en Toda Rabbin, Metsuyan, c'est de faire le moins de remarques possibles. C'est un idéal. On se dirige vers une bonne adresse. Le problème, c'est que si on n'a pas conscience de ce que la personne ressent quand elle a des remarques, et de la part de sa femme a fortiori, si on n'a pas conscience de ça, on risque de se laisser aller vers cette habitude, cette mauvaise hygiène spirituelle.
Et du coup, on risque de faire l'inverse total. Pourquoi est-ce qu'on a intérêt à avoir un sadique en face de soi, à faire sortir le sadique? Parce que nous-mêmes, on va y gagner. Oui, mais c'est pas de cette façon. Enfin, c'est sûr qu'il va devenir sadique ou quoi, mais il avancera beaucoup plus vite grâce à nos. Parce que ici, nous, on va pas lui dire ça pour le descendre, pour lui faire des remarques ou quoi. Nous, on va lui faire ça que pour son bien et pour qu'il avance. Comme lui, il nous fait la même chose, les mêmes remarques pour que nous, on avance et que sinon on stagne. Hein. Exactement. Alors, je vais regarde. Je fais une petite parenthèse éducation, éducation, et dans tout ça, j'en parle aussi dans ce livre sur Amazon.fr. Dans ce livre, j'explique que, je l'explique aussi dans le livre sur le couple, mais ça marche pour l'éducation, que ce qui marche le mieux avec les enfants, c'est les compliments. C'est les compliments. Ce qui marche le mieux pour faire évoluer un enfant dans la vie, c'est de mettre la lumière sur ce qu'il a réussi. Par exemple, il a mis ses chaussures tout seul, c'est quand même un exploit pour un enfant de mettre ses chaussures tout seul, et il les a mises à l'envers. Si je dis à mon enfant, tu as mis tes chaussures à l'envers, je ne vais pas le construire, je ne vais pas l'aider à se construire. Je vais attirer son regard sur son échec, je vais le mettre en état d'échec. Si je lui dis, je vais juste au bout du raisonnement, et si tu n'as pas eu la réponse, tu le redis. Si tu lui dis, mon chéri d'amour, tu as mis tes chaussures, tu as bien vu qu'elles sont dans la tête, tu as vu qu'elles sont à l'envers. Elles sont pas à l'endroit, les chaussures. Le Yetzer Hara va venir, va te dire, mais ça va lui faire mal aux pieds, et on va te faire des remarques, et on va se moquer de toi, tu vas passer pour un mauvais parent. Plein de, tu sais, il va te convaincre qu'il faut absolument que tu mettes la lumière sur le fait qu'elles sont à l'envers. Si tu te retiens de lui dire qu'elles sont à l'envers, tu lui dis juste, tes chaussures sont à l'envers. Bravo mon chéri, t'as mis tes chaussures. On est en train de lui montrer, petit à petit, de lui faire la liste, tous les jours, de ce qu'il a réussi à faire. Et quand il a entendu une fois maman qui lui a dit bravo mon chéri, t'as mis tes chaussures. Bravo mon chéri, t'as fermé le frigidaire. Bravo mon chéri, t'as aidé ta petite sœur. Entre temps, il a aussi fait du balagan, il a aussi frappé, il a aussi jeté. Mais ça, je lui dis pas, je lui fais pas entendre à ses oreilles. Je lui dis pas, oui mais là t'as frappé, oui mais là t'as pas rangé. Non, je lui fais que entendre mon chéri, t'as fait ça, bravo. Mon chéri, il est en train de commencer à mettre la liste dans sa tête de ce qu'il est capable. Je sais mettre mes chaussures tout seul, je sais fermer le frigidaire. Je sais être gentil avec ma sœur. Alors que si à l'inverse, on lui fait la liste toute la journée de ce qui ne va pas pour l'aider, t'as mis les chaussures à l'envers, mon chéri. T'as pas fermé le frigidaire. T'as tiré les cheveux à ta sœur. T'as fait ça, t'as fait ça. Il est en train de faire la liste de ce qu'il ne sait pas faire. Et donc, son message de la vie, c'est tu es en échec. C'est simple, il n'y a pas d'autre moyen. Même si on veut croire que c'est pas comme ça que ça marche, même si on veut se convaincre que c'est pas comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Il n'y a que comme ça que ça marche. C'est par exemple. Et si ça marche avec les enfants, ça marche avec le mari. Oui, je suis d'accord avec vous, ok. Mais si par exemple, dans la journée, il a mis ses chaussures à l'envers, tout ça, d'accord. Mais qu'à un moment, il a mis les doigts dans la prise. Alors, on peut lui dire tous ces trucs bien, bravo, t'as fermé le frigo, super, t'as fait tout. Mais attention. Bien sûr, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est la même chose avec les marques. C'est très important. C'est t'as bien fait ça, t'as bien fait ça. Mais juste ça, je l'aurais fait différemment. Il a la maturité de comprendre la chose, quoi. Il a la maturité de comprendre la chose si on enveloppe la chose, comme on a dit, si on enveloppe la chose de façon à ce que c'est à lui permettre de pouvoir recevoir les choses. Et il faut beaucoup d'amour et beaucoup de respect envers quelqu'un, envers son mari, pour lui permettre d'accepter une remarque. Beaucoup. Il faut que l'ambiance, l'atmosphère, 90% de l'ambiance, c'est une ambiance d'amour, de je te respecte, de bravo pour ce que tu as fait, quel que soit le mari qu'on a en face. Sauf si c'est un cas que Dieu préserve, maladif, de mari violent envers la femme, chas v'shalom, il faut foncer chez le rave. Mais si c'est un mari normatif, ça veut dire avec qui on a des différences, c'est normal, on est très différents, c'est normal, c'est normatif, eh bien, qu'est-ce que je disais une personne qui est vraiment pas du tout, qui est normale, quoi. Qui a des voilà, ce qui est normal. Il faut qu'il y ait une grosse ambiance d'amour et de bravo pour tout ce que tu fais, et bravo, et t'es le meilleur, et tout ça, pour pouvoir faire une remarque. C'est comme à la banque. Quand on va à la banque, si tu veux aller à la banque juste pour retirer de l'argent, au bout d'un moment, t'es en minus, t'as pas d'argent.
Donc tu ne peux pas retirer de l'argent. Donc pour pouvoir retirer de l'argent à la banque, il faut d'abord mettre de l'argent à la banque. Mettre de l'argent. Et chaque fois que tu retires, après tu remets de l'argent. On est d'accord? Et donc, c'est quoi l'argent? C'est quoi la banque? La banque, c'est le mari. Et l'argent, c'est les compliments. Ça va, tu l'as vu? Elle a cassé ma télé. Je fais pas grave. Quand on veut retirer de l'argent à la banque, il faut déposer de l'argent à la banque. L'argent, c'est quoi? C'est les compliments. Si on veut pouvoir faire un retrait, c'est-à-dire faire une remarque, entre guillemets, à son mari, il faut déposer beaucoup d'argent. Déposer beaucoup d'argent. Après, à la limite, tu peux faire un petit retrait et redéposer encore beaucoup d'argent si on veut que le compte soit sain. Si on veut que la personne puisse accepter. Sinon, après, elle ne peut pas accepter. Elle est en phase d'amoindrissement. Si la femme fragilise son mari, si la femme met son mari en état d'échec, il n'y a plus personne en face, il n'y a plus les épaules pour recevoir la remarque. Et donc l'idéal c'est de... Mais après, s'il y a un truc qui ne va pas, qui va pas, surtout quand ça nous touche à soi. Quand ça nous touche à soi, si par exemple, si ça ne nous concerne pas, à la limite, on va essayer de faire les choses de façon détournée. Mais si par exemple on a été vexé soi-même, on a besoin d'en parler avec le mari. On a besoin d'avoir quelqu'un, c'est-à-dire, on n'a pas envie que ça se reproduise. Le mari t'a vexé, tu veux lui en parler. Comment on lui en parle? Pas sur le moment, pas avec les nerfs, pas avec la dispute, mais on attend un moment propice où le mari il est repu, il a bu, il est calme, il n'est pas stressé, pas nerveux. Si c'est un mari qui fume, qu'il a fumé sa cigarette, qu'il a fumé son narguilé, qu'il soit au calme, bref. Et là, on vient et d'abord on lui parle de ce qui a été bien fait. D'abord on lui fait entendre à ses oreilles qu'est-ce qu'il a réussi. Mon amour, merci d'avoir été travaillé aujourd'hui. Il n'a pas été travaillé, merci de m'avoir fait un compliment. Il n'a pas fait un compliment, merci de m'avoir épousé. On essaie de chercher quelque chose qu'il a fait, qu'il a réussi à faire. Il a acheté du lait, merci d'avoir acheté du lait. Il a payé l'électricité, merci, je sais pas, un truc positif. C'est super sympa, merci, grâce à toi, on a ça. Et on détaille un petit peu, pas juste une phrase, on détaille, merci pour ça, grâce à ça, t'es le meilleur, t'es le boss, t'es génial. Après, on a dit ça, on peut passer à ce qui nous a déplu, ce qui nous a énervé, ce qui nous a fait du mal. J'aimerais juste te dire, mon amour, quand t'as dit ça et tout ça, je me suis sentie blessée. Ça m'a fait de la peine. T'es l'homme de ma vie, t'es le père de mes enfants. Voilà, je veux juste te dire que quand tu me dis ça, ça me fait de la peine, je suis vexée. Après, j'ai pas la joie, j'ai pas la force. Dire avec ces mots à soi ce qu'on a ressenti. On débat. Ah, j'ai pas fait exprès. Ah, c'est pas contre toi. Ah, d'accord, j'ai compris. Ou alors, peut-être qu'il écoute pas, peut-être qu'il a son téléphone. Mon chéri, j'aimerais vraiment que tu m'écoutes, c'est important pour moi. Est-ce que tu peux mettre le téléphone de côté quelques instants? J'aimerais qu'on discute, j'aimerais qu'on communique. Bien sûr, soi-même, mettre le téléphone de côté si possible. Pour la vie si possible, mais sinon, c'est pas grave. Mettre le téléphone de côté et lui dire, mon chéri, tu peux éteindre le téléphone 2 minutes ou le mettre dans le placard. J'aimerais te dire que voilà, quand tu as dit cette phrase, ça m'a fait de la peine et tout. Lui dire, il n'y a aucun problème à le dire. Et après, quand on a fini de parler de ça et on a débattu de ça, clore la discussion sur quelque chose de positif. Ah, je voulais juste te dire, mon amour, merci. Et vous dites ce que vous voulez. Merci de m'avoir réveillé ce matin, merci d'avoir pris les clés, merci d'avoir dit à ma mère ça, merci d'avoir fait ça. Vous trouvez un truc, voilà. Positif, négatif, positif. Et quand on parle du négatif, pas en pointant du doigt, pas en accusant, exactement. Sans accuser l'autre, pas tu es vexant, tu es vraiment vexant. Pas ça, mais parler de soi. Je me suis sentie vexée, exactement. Je me suis sentie vexée. J'étais vexée, j'ai ressenti ça. Après, ça a joué sur mon moral. Après, ça a joué sur ça. Lui expliquer. Parce que les maris, c'est pas des devins. C'est des futurs devins, c'est des futurs prophètes. On est tous voués à devenir des prophètes en terre d'Israël. Mais en tout cas, au niveau du couple, il n'est pas encore prophète. Il ne sait pas exactement ce qu'on a ressenti. Il a fait les choses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'il a cru que c'était constructif, ou il a cru que c'était pas très méchant. Il a dit quelque chose, ça nous a vexé, ça nous a touché. Et il n'est pas conscient à quel point ça nous a vexé. Et donc, on a le rôle de lui expliquer qu'est-ce qu'on a ressenti, comment ça a joué sur notre morale, etc. C'est très important. Et après, petit à petit, il va comprendre qu'est-ce que ça fait.
Donc il va réussir à plus faire attention. Maintenant, c'est pas parce qu'on lui a dit que ça nous a vexé, que ça nous dérange sa façon d'agir et tout, qu'il est obligé de changer sur le moment même. On doit pas, quand on parle avec le mari, on ne doit pas parler avec un chronomètre à la main en voyant combien de temps il va mettre pour changer. On parle dans le but de lui expliquer qui on est, qu'est-ce que ça nous fait, comment ça nous touche et tout ça. Et après, on clore le truc avec un truc positif. Je sais que c'est très difficile de clore en positif quand on a les nerfs à chaud et qu'on est vexé et tout ça. Mais si on arrive à le faire, c'est le mieux. Et un des signes qui montre qu'on a bien réussi à parler, c'est qu'après, ça devient un sujet de rigolade à la limite. Ah, te rappelles quand tu m'as dit ça? Ah, te rappelles quand je t'ai dit ça? Et tous les deux, on en rigole. Quand on en rigole, ça veut dire, ou quand on est apte à en rigoler, ça veut dire qu'on a réussi à passer le sujet haut la main et qu'on n'a pas besoin d'y revenir. Et s'il y a des sujets qui mettent une tension tout le temps, chaque fois qu'on en parle, il y a une tension. Chaque fois qu'on parle de ce sujet, il y a une tension. Alors il faut aller voir une tierce personne, il faut aller voir un rave expert en couple, il faut aller voir un thérapeute expert en couple qui a la crainte du ciel et qui peut nous aider, qui est connu pour donner des bons résultats. Et à ce moment-là, on parle de ce sujet qui met entre nous la tension. Ça, en fait, ce serait l'idéal, par exemple. Mais si on peut faire rien que 0,03% de ça, c'est déjà bien. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Énorme. On ne peut pas faire tout du jour au lendemain. Ça, c'est l'idéal. C'est le tableau idéal. Quand on sait ça, l'ambiance, déjà, elle change. Déjà, l'ambiance, elle change. Déjà, soit on n'est plus détendu. On n'est plus détendu parce qu'on n'est pas là en train de, chaque truc qui ne va pas, mettre la lumière dessus. Même soit, c'est fatigant d'un moment, de tout le temps faire des remarques aux autres, tout le temps lui dire ce qui ne va pas. Je vous assure, nous, ça fait perdre le moral. Même nous, ça joue sur notre morale. Quand on laisse passer les choses, des fois, on fait ce qui s'appelle en hébreu leitalem. Leitalem, ça veut dire, je fais comme si c'est pas arrivé. Comme si il ne s'est rien passé. Plus on fait ça, plus on apprend à faire ça, et plus, même soit on se sent mieux. Même soit on se sent mieux. On se vexe pas tout de suite, on prend les choses à cœur et tout. Et plus on apprend à faire ça avec le mari, plus après on apprend à le faire avec les enfants de façon naturelle. Merci à vous, Razak Oubarou. Avec plaisir. Merci à vous. Je partagez. À très bientôt les filles.